Pendant 160 millions d'années, nous avons cru que les dinosaures étaient des reptiles géants avec une peau épaisse et écailleuse comme les crocodiles. Mais il existait tout un monde de dinosaures à plumes qui défiaient tout ce que nous imaginions. Des vélociraptors qui ressemblaient à des aigles géants, des bébés tyrannosaures couverts de duvet doux et des créatures à quatre ailes qui planaient entre les arbres, transformant l'ère des dinosaures en quelque chose ressemblant plus à un paradis tropical plein de couleurs vibrantes qu'à un monde gris et brutal. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente de quelle partie du monde tu regardes, parce que maintenant, je vais tout te raconter. As-tu déjà imaginé la Terre il y a des millions d'années? À cette époque très ancienne, notre planète était un endroit plein de mystères, de bruits étranges et de paysages inconnus. Beaucoup de gens pensent d'abord aux dinosaures dès qu'ils pensent à cette période, mais souvent, ils imaginent ces animaux d'une seule façon, immenses, couverts d'écailles, semblables à de grands lézards qui se déplacent lentement dans des forêts sombres et silencieuses. Pourtant, la réalité était tout autre. Il y a environ 150 millions d'années, la Terre ne ressemblait pas du tout à celle que tu connais aujourd'hui. Il n'y avait pas de grandes villes, pas de routes, pas de maisons construites avec des briques ou du bois. Il existait juste la nature, partout, et les dinosaures étaient les habitants les plus visibles et variés de ce monde coloré et vivant. Parmi ces animaux, certains portaient déjà des plumes, ce qui peut sembler étonnant au début. Ces plumes ne ressemblaient pas exactement à celles que l'on voit aujourd'hui sur les oiseaux. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Certaines étaient toutes petites, très douces, comme une couverture légère, tandis que d'autres étaient longues et fines, parfois même très voyantes. Les premiers fossiles de dinosaures à plumes ont été découverts bien plus tard par des scientifiques qui ont cherché très longtemps dans les couches de la Terre. La découverte de ces fossiles a changé beaucoup de choses dans la façon dont on voit l'histoire des dinosaures et l'histoire de la vie. Quand les spécialistes ont trouvé ces traces, ils ont compris que la nature était beaucoup plus inventive que prévu. Certains restes montraient même l'empreinte de petits fils fins accrochés à la peau de ces animaux disparus depuis très longtemps. On comprend aujourd'hui que ces fils étaient des plumes. Ils couvraient parfois uniquement certaines parties du corps, par exemple la tête, la queue ou le dos. Dans d'autres cas, tout l'animal était recouvert de duvet, surtout quand il était jeune ou de petite taille. Mais pourquoi la nature a-t-elle donné des plumes aux dinosaures? Cette question intéresse beaucoup de chercheurs partout dans le monde. D'abord, les plumes servaient à garder la chaleur. Le climat était plus chaud qu'aujourd'hui, mais il faisait parfois frisquer la nuit ou dans certaines régions, comme sur les hauteurs ou près des grandes forêts. Les petits dinosaures, surtout les bébés, n'avaient pas une grosse réserve de chaleur. Pour eux, la moindre baisse de température pouvait devenir dangereuse. Les plumes agissaient comme un manteau naturel, retenant la chaleur et protégeant le corps, ce qui aidait beaucoup à survivre. Certaines espèces de dinosaures avaient des plumes colorées. Ces couleurs n'apparaissaient pas au hasard. Les couleurs permettaient à ces animaux de se faire remarquer ou au contraire de passer inaperçus. Parfois, les mâles montraient leur plumage vif pour attirer une femelle ou impressionner d'autres mâles. D'autres fois, les couleurs servaient à se cacher parmi les feuilles, les branches ou la mousse. Le camouflage était très utile pour les proies, car les prédateurs étaient nombreux et il fallait toujours être prudent. Certains prédateurs eux-mêmes utilisaient les couleurs de leurs plumes pour s'approcher discrètement des proies sans être vus, surtout quand ils chassaient dans les forêts épaisses ou autour des mares. Les plumes pouvaient avoir encore plus de fonctions. Par exemple, certains petits dinosaures pouvaient bouger leurs plumes pour communiquer. Sans faire de bruit, ils faisaient passer des messages à leurs compagnons. Parfois, il suffisait de gonfler les plumes du cou, d'écarter celles de la queue ou de changer la position du plumage pour dire « Attention, danger » ou bien « Je suis en colère, ne m'approche pas ». D'autres utilisaient leur plumage pour montrer qu'ils étaient prêts à défendre leur territoire, leur nourriture
ou leur groupe. Les mouvements et les couleurs étaient donc très importants dans la vie de tous les jours. Il faut aussi imaginer les paysages d'alors. La terre était recouverte de forêts très denses, avec des fougères géantes et de très vieux arbres. Le sol était parfois humide, couvert de mousse ou de grandes feuilles tombées. Il y avait aussi de vastes zones herbeuses et des marécages. Dans ces endroits, la vie était partout présente. Les dinosaures à plumes n'étaient pas seuls. Ils cohabitaient avec des insectes volumineux, des poissons qui nageaient dans les rivières, des amphibiens qui sautillaient dans les sous-bois, et même quelques mammifères, souvent petits, qui se cachaient dans les coins sombres pour éviter les dangers. Certains dinosaures à plumes avaient trouvé des moyens uniques de survivre dans ces environnements complexes. Ils passaient de longues heures à chercher de la nourriture, parfois en groupe pour se protéger, parfois seuls pour éviter la concurrence. La nourriture était variée, feuilles tendres, fruits, graines et pour certains, petits animaux ou insectes. Leur journée était rythmée par les besoins de manger, de se reposer, de surveiller le ciel ou la forêt autour pour détecter tout signe d'attaque ou de danger. À chaque instant, il fallait être prêt à bouger vite, à courir, à grimper ou même à sauter d'une branche à l'autre. Parmi eux, il existait de très grands dinosaures à plumes, mais aussi des dinosaures moyens et de tout petits. Les adultes géants n'avaient généralement plus besoin d'autant de plumes car leur taille suffisait à garder la chaleur. Chez les jeunes de ces gros animaux, les plumes étaient bien présentes. Un bébé tyrannosaure, par exemple, possédait un joli duvet sur tout le corps. En grandissant, ce duvet disparaissait peu à peu, car un animal de grande taille perd beaucoup moins facilement sa chaleur. Ce détail montre à quel point la fonction des plumes dépendait de l'âge, du climat local, de la taille de l'animal et de son mode de vie. On sait aujourd'hui, grâce aux traces fossiles retrouvées dans la pierre, que les dinosaures à plumes vivaient sur presque tous les continents. En Chine, dans une région appelée Liaoning, des scientifiques ont découvert des fossiles très bien conservés, où l'on voit parfois la silhouette fine des plumes autour du squelette. Ces découvertes sont très précieuses car elles montrent des détails que l'on croyait impossibles à observer sur des animaux disparus il y a si longtemps. On a également trouvé d'autres fossiles en Amérique du Nord, en Europe et même en Afrique, preuve que ce phénomène n'était pas limité à une seule région du monde. Le changement dans la compréhension des dinosaures ne se limite donc pas à quelques petites espèces. Même les paléontologues qui étudient les os géants de certains prédateurs pensent qu'ils ont dû posséder des plumes, au moins à certaines périodes de leur vie. Cela nous oblige à voir les dinosaures comme des animaux très différents de l'image figée et grise des vieux livres. Ils étaient capables de réagir à leur environnement, de s'adapter, de changer, parfois très vite. Cela rend leur histoire encore plus passionnante. Vivre à cette époque voulait aussi dire faire partie d'un monde en constante transformation. Rien n'était jamais tout à fait pareil d'une année sur l'autre. Les pluies pouvaient être abondantes, créant de grandes zones marécageuses pendant plusieurs semaines. Ensuite, le soleil réchauffait la terre et rendait la vie plus facile pour les plantes. Certaines plantes poussaient très vite pendant les saisons chaudes, couvrant les prairies de couleur verte, jaune ou rouge. Les dinosaures se déplaçaient alors pour suivre la nourriture, cherchant les meilleurs endroits pour manger ou se reposer. Les groupes d'herbivores se formaient et se séparaient selon les besoins du moment. Au sommet des arbres, de petits dinosaures à plumes trouvaient refuge contre les plus gros prédateurs. Parfois, une chute de branche pouvait signifier un grand danger pour les petits. Les plus habiles sautèrent d'une branche à l'autre, utilisant leurs plumes allongées pour freiner et garder l'équilibre. Ils ne volaient pas vraiment, mais planèrent sur quelques mètres, évitant de tomber trop vite. Cela leur donnait un avantage précieux quand il fallait fuir ou pour attraper une proie cachée dans les feuillages. Les dinosaures n'étaient jamais paresseux. Leur journée commençait tôt, souvent avant le lever du soleil. Ils se réveillaient en groupe, se frottaient les plumes pour les remettre en place, puis partaient explorer. Les mères, parfois, restaient près du nid pour surveiller les œufs, tandis que d'autres membres du groupe se chargeaient de repérer les dangers ou de chercher des bouts de nourriture à rapporter. Certains jours, la vie était tranquille, avec peu de menaces apparentes. D'autres jours étaient au contraire pleins de tensions.
avec l'arrivée de prédateurs ou la découverte d'un nouvel espace à explorer. Il existait aussi des rivalités entre individus d'une même espèce. Trouver le meilleur nid, accéder à la nourriture en premier ou attirer un partenaire était très important. Les plumes, dans ces moments, étaient souvent utilisées pour montrer sa force ou sa beauté. Secouer la tête, gonfler la poitrine, faire vibrer la queue emplumée, tout était bon pour impressionner ou décourager un adversaire. Les scientifiques qui étudient aujourd'hui cette période de la vie sur Terre ont réussi à mieux comprendre grâce aux efforts de générations entières de chercheurs. Ils utilisent des outils modernes pour étudier les fossiles, observer les plumes et imaginer à quoi ressemblaient vraiment ces animaux. Les analyses se font au microscope et parfois même avec des rayons spéciaux pour voir l'intérieur de la pierre sans l'ouvrir. Chaque découverte ajoute un nouveau détail à cette histoire déjà très riche. On sait maintenant que l'apparition des plumes a été une étape très importante dans l'évolution. Cette invention de la nature a fourni de nouvelles possibilités à beaucoup d'espèces. Les dinosaures à plumes étaient plus souples dans leur façon de se déplacer, plus résistants au froid, mieux protégés contre les petits dangers. Ils pouvaient aussi développer de nouveaux comportements, communiquer plus facilement avec les autres et même inventer de nouvelles façons de vivre dans leur monde. À travers tout cela, il est clair que l'ère des dinosaures à plumes n'était pas une époque monotone ou simple. C'était un vrai laboratoire de la vie où chaque créature inventait sans cesse de nouvelles solutions pour survivre. La variété des plumes, la diversité des couleurs, les comportements inconnus il y a seulement quelques années, tout cela fait de cette époque un moment extraordinaire dans l'histoire de notre planète. Ce monde disparu, qui peut sembler si lointain, continue d'inspirer et de surprendre tous ceux qui regardent la Terre avec curiosité. Grâce à la patience et à l'observation, il est possible de reconstituer un peu de la vie des dinosaures à plumes et de comprendre pourquoi ils étaient si spéciaux. Il suffit de regarder autour de soi, de s'intéresser aux oiseaux, aux fossiles, aux traces laissées par le passé pour sentir que cette histoire incroyable n'est jamais vraiment terminée. Les découvertes faites par les scientifiques sur les dinosaures à plumes ne sont qu'un début pour comprendre toute la diversité qui existait à cette époque. Quand on observe de près les fossiles retrouvés dans la roche, on remarque très vite que toutes les plumes n'étaient pas les mêmes. En fait, il existait plusieurs types de plumes avec des formes, des tailles et des fonctions bien différentes selon l'espèce de dinosaure. Cela montre que la nature inventait de nombreuses solutions, parfois très complexes, parfois très simples. Chez certains petits dinosaures, la plupart des plumes étaient très courtes, fines et souples. On aurait dit un duvet, léger et doux, qui couvrait la peau comme une protection. Ces plumes minuscules étaient très utiles pour garder la chaleur et protéger le corps. Avec ce duvet doux, les bébés dinosaures, les jeunes et même certains adultes restaient au chaud pendant la nuit ou lors des saisons fraîches. Ces plumes pouvaient recouvrir presque tout le corps, la tête, le cou, le dos, le ventre et parfois même les pattes jusqu'aux griffes. D'autres dinosaures possédaient un mélange de plumes courtes et longues. Par exemple, certains avaient sur les bras ou la queue des plumes plus grandes, plus rigides et plus épaisses que celles qui couvraient le reste du corps. Ces longues plumes pouvaient servir à d'autres choses en plus de la chaleur, comme faire des signes à d'autres dinosaures ou aider à attirer un compagnon. Sur certains fossiles, on voit des plumes en éventail au bout de la queue, ou bien une sorte de crête plumée sur la tête, qui pouvaient changer d'apparence quand l'animal les relevait ou les rabaissait. Parfois, chez les espèces plus grandes, le plumage était moins présent. Les plus gros dinosaures, souvent des adultes, perdaient une grande partie de leur duvet en grandissant parce qu'ils gardaient la chaleur plus facilement grâce à leur taille. Leur corps pouvait ne garder des plumes que sur quelques parties, comme le cou ou la tête, laissant le reste recouvert de peau plus simple. Les scientifiques ont découvert cela en regardant la texture de la peau fossilisée, qui porte parfois les empreintes de plumes simples, seulement à certains endroits. Il y avait aussi des dinosaures qui portèrent des plumes très spéciales et différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Certaines plumes étaient faites de barbes souples attachées à une tige centrale, alors que d'autres n'avaient pas vraiment de forme régulière.
Dans quelques fossiles, on voit des traces de petites touffes de filaments qui ressemblent à des pelotes de fils emmêlées. Ces plumes primitives montrent que la nature testait encore de nouvelles solutions pour recouvrir le corps des animaux. Les couleurs des plumes étaient également variées. Les scientifiques ont réussi à observer, grâce à de puissants microscopes, la présence de minuscules structures dans les plumes fossilisées, appelées mélanosomes. Ces parties servaient à donner leur couleur aux plumes, du gris, du marron, du noir, mais aussi parfois du rouge, de l'orange ou même du bleu selon leur forme et leur emplacement. Dans la roche, ces couleurs ne sont plus vraiment visibles à l'œil nu, mais la structure même de la plume permet de deviner qu'il y avait beaucoup de nuances. Chez de nombreuses espèces, les plumes n'étaient pas réparties partout de la même façon. Certaines avaient une tête recouverte de longues plumes dressées, très voyantes, alors que le reste du corps était couvert de duvets discrets. D'autres présentaient des bras emplumés, servant à faire des mouvements et des signes très visibles. Il y avait aussi des animaux dont les jambes montraient des touffes de plumes épaisses, ce qui leur donnait une forme très différente des dinosaures sans plumes. Pour les dinosaures qui vivaient principalement dans les forêts denses, les plumes avaient des couleurs discrètes, marron, vert foncé ou beige. Cela permettait de se fondre dans l'environnement en se cachant parmi les branches ou le feuillage au sol. Dans les plaines, où l'herbe et les buissons étaient nombreux, le plumage pouvait devenir plus clair, avec du jaune, du gris très pâle ou du blanc tacheté de noir. Cette variété de couleurs montrait que chaque espèce s'adaptait à ce qui l'entourait. Les plumes ne servaient donc pas seulement à tenir chaud ou à être jolies. Parfois, leur forme était très spéciale. Certaines plumes étaient raides, allongées, et pouvaient former des sortes de pics sur la queue ou à l'arrière de la tête. D'autres étaient larges et fines, presque transparentes, et semblaient former de petits drapeaux autour des bras ou du dos. Les fossiles nous montrent que ces variations étaient courantes et que chaque type de plumage avait sûrement une utilité précise pour l'animal. Un exemple bien connu est celui de Microraptor, un petit dinosaure à plumes, retrouvé principalement en Chine. Il avait des plumes sur les bras, les jambes et même la queue. Ces longues plumes de bras faisaient penser à de petites ailes. Sur chaque patte arrière, il y avait une rangée de grandes plumes qui l'aidaient sûrement à planer ou ralentir sa chute quand il sautait d'un arbre. Des scientifiques ont même réussi à déterminer que ces plumes brillaient d'un bleu profond, car les mélanosomes de ces fossiles ont la même forme que celle des oiseaux bleus actuels. Certains grands dinosaures carnivores présentaient eux aussi des restes de plumes très simples, comme des touffes épaisses sur le cou ou le haut du dos. Même si ces plumes étaient moins nombreuses que chez les petits dinosaures, elles étaient assez solides pour protéger la peau contre les griffures ou les morsures légères. Il est donc possible que ce plumage ait aidé à la défense en rendant certaines parties du corps plus dures à atteindre pour les adversaires ou les parasites. Les différents types de plumes ne poussaient pas tous en même temps. Chez les jeunes, le duvet recouvrait presque tout le corps, mais en vieillissant, certaines plumes tombaient et étaient remplacées par d'autres plus longues et épaisses, surtout sur la queue, le dos ou la tête. Ce changement de plumage ressemblait à une mue, mais il pouvait varier selon la saison, l'âge ou la santé de l'animal. Dans certains nids fossilisés, on a trouvé des empreintes de bébés dinosaures couverts de très fines plumes, presque invisibles, mais très efficaces pour rester au chaud. Les parents pouvaient avoir des plumes plus voyantes sur la tête ou le cou, sûrement pour effrayer les prédateurs ou impressionner les autres membres du groupe. Pour chaque nouveau fossile découvert, les chercheurs continuent d'étudier le plumage sous toutes ses formes. Ils examinent les détails des barbes, la structure des tiges centrales, les traces de fils emmêlés et la façon dont les plumes s'accrochaient à la peau. Tous ces éléments donnent des informations précieuses sur la façon dont les dinosaures vivaient, bougeaient et se comportaient les uns avec les autres. On sait aussi que la longueur et l'épaisseur des plumes pouvaient être très différentes même chez des espèces proches. Certains dinosaures utilisaient leurs longues plumes sur les bras pour couvrir leurs œufs ou protéger les petits en cas de froid. Chez d'autres, la queue emplumée servait presque comme un drapeau que l'animal agitait en marchant ou lors des jeux de groupe.
Dans les compétitions pour attirer un partenaire, les couleurs et la taille des plumes pouvaient jouer un grand rôle. La découverte de couleurs vives sur certaines plumes a étonné les chercheurs. Des pigments naturels, présents autrefois dans la peau, sont parfois encore visibles sous forme de traces chimiques. Des études récentes montrent que des dinosaures ressemblaient beaucoup aux oiseaux modernes par leurs couleurs, leur plumage brillant et leurs motifs variés. Les plumes des dinosaures n'avaient pas toutes la même fonction pour le vol non plus. Chez les animaux capables de planer ou de sauter d'un arbre, la structure des plumes était plus rigide et mieux organisée. Leurs bras et leurs jambes montraient des rangées de plumes longues, bien alignées, ce qui permettait de garder l'équilibre pendant le déplacement dans les airs. Chez ceux qui restaient principalement au sol, les plumes étaient surtout là pour la chaleur, la protection ou la communication. La présence de ces nombreux types de plumes rend la compréhension du monde des dinosaures à plumes encore plus passionnante. Chaque espèce, chaque âge, chaque milieu naturel donnait une forme et une couleur différentes au plumage. Quand on regarde les fossiles de différentes régions du monde, on voit des différences encore plus grandes. En Asie, certaines espèces possédèrent des plumes, surtout sur la queue. En Amérique du Sud, le plumage pouvait être concentré sur la tête et la crête. En Europe, des espèces de très petite taille montraient un duvet si fin qu'il était presque invisible sur les restes fossilisés. Dans plusieurs gisements en Chine, les fossiles portent l'empreinte de plumes rayées, avec des bandes claires et foncées, montrant que les motifs complexes existaient déjà à cette époque. Les scientifiques étudient aussi les marques sur les os pour comprendre si le plumage était utilisé pour la défense, pour marcher silencieusement dans les hautes herbes, ou même pour nicher dans la terre ou les rochers. Tous ces détails montrent que la nature ne cessait jamais d'expérimenter. Les plumes pouvaient changer selon la saison, avec des couleurs plus vives pendant la période de reproduction, puis plus sobres pendant la saison froide. Les bébés naissaient avec un duvet épais qu'ils perdaient en grandissant. Les adultes gagnaient parfois un plumage spécial sur la tête pour marquer leur place dans le groupe ou dans la hiérarchie de leur espèce. La mise en place d'un plumage aussi varié a permis à beaucoup de dinosaures de s'adapter à leur environnement et à leurs besoins. Cela montre que la nature ne créait pas au hasard, mais cherchait des solutions pour chaque problème rencontré par les animaux. Garder le froid à distance, se protéger du soleil, rester discret, ou au contraire, se faire remarquer, alerter le groupe ou attirer un partenaire. L'étude patiente des plumes fossilisées révèle chaque année de nouveaux détails étonnants. Grâce à elle, il est possible de mieux comprendre comment vivaient vraiment ces créatures. On découvre chaque fois de nouvelles espèces, avec des types de plumes jamais vus avant. Certains dinosaures montraient même des plumes ayant une résistance spéciale à la pluie ou à la boue, ce qui les aidait à vivre dans les marécages et les forêts humides. En apprenant à lire tout ce que raconte le plumage des dinosaures, on voit à quel point leur monde était rempli de formes, de couleurs et d'inventivité. Leurs plumes étaient parfois là pour séduire, d'autres fois pour se cacher, ou juste pour survivre dans des environnements difficiles. À chaque étape de leur vie, chaque dinosaure à plumes portait l'histoire de son espèce écrite sur sa peau, dans son duvet, dans la longueur de ses plumes ou dans la couleur de ses ornements. Quand on regarde la grande variété de plumes présentes chez les dinosaures, on comprend que ces animaux n'étaient pas simplement des reptiles primitifs, mais de véritables pionniers des couleurs, des formes et des façons de vivre sur la Terre. Chaque fossile découvert est le témoin d'une adaptation unique, d'un mode de vie, d'une expérience nouvelle. Ainsi, le monde des dinosaures à plumes offre sans cesse de nouvelles surprises, rendant cette époque lointaine encore plus vivante et fascinante. La diversité des plumes chez les dinosaures n'était qu'un début pour comprendre toutes les raisons de leur présence sur le corps de ces animaux. Quand on regarde tous ces fossiles et qu'on étudie chaque détail du plumage, on découvre que les plumes ne servaient pas qu'à faire joli ou à rendre chaque espèce différente des autres. Les plumes étaient d'abord indispensables pour aider les dinosaures à survivre chaque jour.
surtout dans un monde où le climat, la température et les dangers changeaient très souvent. Pour beaucoup de dinosaures, rester en vie voulait dire se protéger du froid, mais aussi des blessures. La Terre, il y a des millions d'années, connaissait de fortes variations de température, surtout entre le jour et la nuit. Pendant la journée, le soleil pouvait chauffer beaucoup, mais lors de la tombée de la nuit, la fraîcheur arrivait rapidement, même dans les forêts denses ou près des marécages. Les petits dinosaures, et surtout les bébés, étaient très sensibles à ces changements de température. Ils avaient besoin de garder la chaleur de leur corps pour continuer à vivre en bonne santé, grandir et devenir forts. Les plumes légères, fines et souples formaient sur la peau une sorte de manteau naturel. Ce manteau était composé de nombreuses petites plumes qui emprisonnaient l'air chaud autour du corps du dinosaure. Grâce à cela, la chaleur produite par leur corps ne s'échappait pas facilement. Le moindre vent ou courant d'air ne pénétrait pas jusqu'à leur peau, ce qui empêchait le froid d'entrer. Chez les bébés dinosaures tout juste sortis de l'œuf, ce duvet épais était souvent la seule protection contre la fraîcheur de la nuit ou le vent du matin. Les parents restaient parfois près de leurs petits la nuit pour aider à garder la chaleur, surtout quand il faisait particulièrement frais. En plus de leur rôle pour garder la chaleur, les plumes protégeaient aussi la peau des dinosaures contre de petites blessures. Au sol, les plantes pouvaient être dures, avec des branches pointues, des épines ou même de petits cailloux tranchants. Les plumes, en recouvrant la peau, absorbaient une partie de la force du choc quand un animal glissait, tombait ou se déplaçait rapidement à travers les broussailles. Cela empêchait que la peau ne se coupe ou ne s'abîme trop facilement. Chez les dinosaures qui vivaient dans des marécages, les plumes aidaient parfois à garder la boue et l'eau loin de la peau, limitant les infections ou les piqûres d'insectes. Les plus grands dinosaures à plumes, en vieillissant, perdèrent souvent une partie de leur duvet, mais ils en gardaient parfois sur certaines parties du corps, par exemple sur le dos, le cou ou le haut des pattes. Même chez certains adultes très grands, des restes de plumes épaisses servaient à former une couche de protection sur les parties exposées aux frottements et aux agressions. Cette protection supplémentaire était précieuse pour résister aux griffures de la végétation, aux attaques de petits prédateurs ou aux morsures d'insectes qui pouvaient transmettre des maladies. Au moment où les œufs éclosent et que les bébés dinosaures commencent à marcher, leur vie reste fragile. S'ils n'avaient pas de plumes, ils pourraient tomber malades rapidement à cause du froid, surtout si la pluie tombe ou si le soleil se cache longtemps. Le duvet fin et serré autour de leur corps conserve la chaleur, même si les bébés ne peuvent pas encore courir très vite ou se cacher sous les plantes. Il arrive souvent que les fossiles de très jeunes dinosaures montrent des marques de duvet partout sur leur squelette, ce qui prouve que la protection par les plumes était très efficace dès le plus jeune âge. Les plumes avaient donc un rôle primordial pour l'énergie du dinosaure. Garder la chaleur permettait de ne pas gaspiller toute son énergie à lutter contre le froid. Un dinosaure bien au chaud pouvait consacrer sa force à grandir, à courir, à chercher de la nourriture ou à surveiller les alentours contre les dangers. Ceci était encore plus vrai dans les zones où les nuits pouvaient être longues ou fraîches, comme sur les bords des grandes forêts anciennes ou près des montagnes d'une terre très différente de celle d'aujourd'hui. Les adultes, une fois assez grands, avaient une surface de peau plus importante et perdaient moins facilement leur chaleur. Pour eux, garder un duvet partout devenait donc moins utile. Beaucoup de grands dinosaures gardèrent seulement du duvet sur des zones du corps qui étaient plus exposées, comme le cou, autour des yeux ou sur la base de la queue. Ce duvet pouvait aussi servir de barrière contre des insectes gênants ou contre les griffes d'autres animaux qui essayaient d'attaquer ces parties fragiles. Chez certains carnivores géants, la présence de plumes épaisses sur la tête ou sous le menton protégeait sûrement contre les peaux dures ou les os cassants de leur proie. Certains fossiles retrouvés dans des régions où l'on pense que le climat était sec et chaud montrent que les plumes pouvaient également servir de protection contre le soleil. Un plumage épais, même sur une petite partie du corps, limitait la chaleur directe des rayons du soleil sur la peau. Cela aidait le dinosaure à ne pas se déshydrater trop rapidement ou à ne pas avoir la peau brûlée pendant les journées de grande chaleur. Chez les espèces qui passaient beaucoup de temps au soleil,
La couleur sombre du plumage pouvait aussi aider à évacuer la chaleur plus facilement lorsque le vent soufflait. Quand on étudie les manières de vivre des dinosaures à plumes, on voit que les groupes qui habitaient ensemble pouvaient s'aider pour garder la chaleur. Les petits dormaient parfois serrés les uns contre les autres pour mieux partager l'énergie. Les adultes, en se regroupant, formaient une barrière contre le vent ou la pluie, ce qui protégeait les membres les plus fragiles du groupe. Les chercheurs ont retrouvé des fossiles montrant plusieurs dinosaures couchés les uns à côté des autres, le plumage encore visible autour de chacun d'eux, preuve que cette habitude était déjà présente il y a des dizaines de millions d'années. Le changement de plumage au fil du temps, ce qu'on appelle la mue, était aussi une façon d'ajuster la protection offerte par les plumes. Lorsqu'une saison plus froide approchait, les dinosaures perdaient leurs vieilles plumes et en faisaient pousser de nouvelles, souvent plus épaisses et plus denses. Quand la température augmentait, la mue permettait de remplacer le plumage épais par un duvet plus léger, mieux adapté pour ne pas avoir trop chaud. Cette capacité à changer de plumage donnait un avantage énorme, car elle permettait aux dinosaures à plumes de rester protégés en toute saison. Chez les petits dinosaures, le duvet pouvait aider à protéger la peau contre de petits animaux parasites comme les tiques et autres insectes qui pouvaient autrement s'accrocher et provoquer des maladies. Les plumes bloquaient aussi parfois la poussière et les petites graines des plantes, gardant la peau plus propre et plus saine. Cette barrière contre l'environnement extérieur est visible dans certains fossiles où de la matière végétale a été retrouvée emmêlée dans le plumage. Dans les endroits humides ou boueux, certaines espèces avaient des plumes avec une structure spéciale, faite pour repousser l'eau plus facilement. Cela évitait que les plumes ne deviennent trop lourdes ou que la boue ne colle à la peau. Les scientifiques pensent que cette adaptation permettait à ces dinosaures de rester actifs, même quand il pleuvait ou qu'il fallait marcher dans les marais. On remarque aussi que le plumage pouvait servir à protéger les œufs et les petits dans le nid. Quand une mère dinosaure s'asseyait sur ses œufs pour les couver, elle les recouvrait parfois de plumes tombées de son ventre ou de ses bras. Ces plumes formaient un coussin isolant qui gardait la chaleur et empêchait l'humidité ou le froid de pénétrer jusqu'aux œufs. Les bébés, en sortant de la coquille, trouvaient immédiatement un environnement chaud et doux, ce qui augmentait leurs chances de survivre. Les groupes de dinosaures à plumes utilisaient parfois des moyens étonnants pour maintenir le bien-être de chacun. Certains abritaient les petits sous leurs ailes ou autour de leur corps lorsqu'un danger apparaissait, créant un abri chaud avec leurs plumes dressées comme un mur protecteur. Cette attitude montre que la vie sociale et la protection du groupe étaient très importantes et que le plumage jouait un rôle central dans cette organisation. Chez les dinosaures vivant dans des régions très froides où la neige pouvait tomber, il est probable que le duvet ait eu une épaisseur encore plus importante. Personne n'a encore retrouvé de fossiles très complets montrant la neige autour des nids, mais les scientifiques étudient les ossements et la forme des fossiles pour deviner comment les plumes aidaient à survivre dans des conditions difficiles. Le duvet serré, la couleur sombre des plumes, leur organisation en couches épaisses sont autant de signes qui laissent penser à une protection très avancée contre le froid de ces anciens climats. La découverte de fossiles dans différentes régions montre que les dinosaures à plumes pouvaient vivre dans presque tous les types de milieux. Forêts denses, plaines, marécages, zones montagneuses et même régions semi-désertiques. Partout où ils se trouvaient, le plumage s'adaptait peu à peu à leur environnement, devenant plus épais, plus long, plus étanche ou plus coloré selon les besoins du moment. Cela montre à quel point la nature cherchait toujours à améliorer la façon dont les animaux se défendaient contre les dangers, les maladies et les aléas du climat. Même la couleur des plumes pouvait apporter un avantage pour la protection. Certaines couleurs sombres absorbaient mieux la chaleur du soleil, ce qui était utile dans les climats frais. Les couleurs claires, au contraire, réfléchissaient davantage la lumière et empêchèrent le corps de trop chauffer sous le soleil fort. Ce choix de couleurs n'était donc pas dû au hasard, mais à une adaptation progressive et précise des espèces à leur milieu. Dans les marais, les herbes hautes et la boue posaient d'autres défis.
Les dinosaures à plumes marchaient souvent sur des terrains glissants où les chutes étaient fréquentes. Les plumes épaisses protégeaient alors la peau des coupures, des égratignures et des piqûres. Certaines espèces utilisaient leur plumage comme une sorte de filtre, retenant la saleté avant qu'elle ne touche le corps. On a même retrouvé des traces de boue sèche collées à l'extrémité des plumes, prouvant que ce mécanisme existait réellement. Quand les saisons changeaient, les dangers changeaient aussi. Pendant la saison des pluies, le nombre de moustiques et d'insectes volants augmentait. Le plumage épais sur le cou, le dos ou autour des yeux aidait à empêcher ces insectes de mordre ou de déranger les jeunes dans le nid. Les scientifiques ont observé des traces de petites blessures sur la peau protégée par les plumes et d'autres, plus graves, sur des zones non protégées, soulignant ainsi l'importance de cette barrière naturelle. Partager la chaleur du groupe et s'aider dans la défense contre les insectes ou les dangers extérieurs n'était possible que grâce à une bonne santé du plumage. Le moindre trou, la moindre perte de plume pouvait rendre un dinosaure vulnérable. Les adultes passèrent parfois beaucoup de temps à entretenir leur duvet, à le nettoyer, à le lisser avec leur museau ou leurs griffes et à enlever les plumes mortes ou abîmées. Cette habitude, visible chez certains oiseaux aujourd'hui, permettait de garder le plumage en parfait état pour assurer toutes ses fonctions de protection. Parmi les fossiles les plus surprenants, certains montrent des blessures guéries, situées directement sous des couches épaisses de duvet. Cela prouve que les plumes aidèrent la peau à cicatriser plus vite, probablement en la préservant des bactéries, de la saleté ou des rayons trop forts du soleil. Cette fonction réparatrice du plumage reste encore en partie mystérieuse, mais les traces visibles montrent que la nature utilisait vraiment toutes les solutions pour préserver la santé des dinosaures. Dans ce monde où chaque détail comptait pour survivre, les plumes n'étaient jamais juste un décor. Elles étaient le premier vêtement, la première armure et le premier abri de tous les dinosaures qui les portaient. Elles assuraient la survie des petits, la résistance des adultes et la protection de tout le groupe contre les petits et les grands dangers du quotidien. Grâce à elles, les dinosaures à plumes ont pu prospérer, s'adapter à toutes les régions de la Terre et survivre pendant des millions d'années dans un monde plein de surprises et de changements sans fin. La vie des dinosaures à plumes n'était pas seulement une question de protection contre le froid ou les dangers. Dans leur groupe et dans leurs relations, les plumes jouaient un rôle encore plus étonnant. Elles permettaient à ces animaux de communiquer, de s'exprimer, de s'identifier et même de montrer ce qu'ils ressentaient à chaque instant. Les couleurs, la forme, la position et les mouvements du plumage servaient à bien plus que se défendre. Elles étaient un véritable langage, utilisé chaque jour dans la forêt, la plaine ou le marécage. Lorsque plusieurs dinosaures vivaient ensemble, il était parfois difficile de se reconnaître de loin ou dans une foule. Le plumage de chaque animal pouvait être très différent de celui du voisin. Sur la tête, certains arboraient des plumes dressées, parfois formant une sorte de crête. D'autres possédaient des taches colorées sur le cou ou de larges éventails de plumes au bout de la queue. Chaque groupe pouvait ainsi avoir ses propres particularités de plumage qui aidaient les membres à s'identifier. Les scientifiques pensent que les jeunes apprenaient très tôt à reconnaître le plumage de leurs parents, de leurs frères et sœurs ou des chefs du groupe. Grâce à cela, ils savaient à qui demander de l'aide ou qui protéger en priorité. La couleur des plumes avait aussi beaucoup d'importance. Il y avait des dinosaures aux plumes brunes, noires, grises, rouges, jaunes, beiges, parfois même avec des nuances bleues ou vertes. Les mélanges de couleurs pouvaient faire apparaître des bandes sur le cou, des taches sur le dos, des ronds autour des yeux. Ces marques racontaient des histoires sur chaque animal, son âge, son sexe, son état de santé ou sa place dans la hiérarchie du groupe. Les couleurs vives étaient souvent le signe d'un adulte en bonne santé, prêt à attirer un partenaire ou à défendre son territoire. Les couleurs plus ternes apparaissaient parfois sur les jeunes ou les animaux fatigués qui évitaient ainsi de trop attirer l'attention. Dans la recherche d'un partenaire, le plumage devenait l'un des principaux outils utilisés. Pendant la saison où les couples se forment, de nombreux dinosaures se mettaient à parader, à marcher d'une façon spéciale,
à tourner autour des autres en gonflant les plumes de la poitrine, de la tête ou de la queue. Certains ouvraient grand leurs ailes emplumées, montrèrent le ventre ou secouaient la queue d'un côté puis de l'autre. Les plus chanceux possédaient des couleurs rares, des formes de plumes plus longues ou plus larges que la normale. Ce déploiement de plumes attirait aussitôt l'attention de ceux qui cherchaient un compagnon. Les scientifiques ont trouvé sur certains fossiles des traces de plumes usées dont l'extrémité avait été frottée, ce qui pourrait venir de danses ou de gestes répétés pour se faire remarquer. Pendant les moments de tension ou de peur, le plumage servait aussi à communiquer. Lorsqu'un dinosaure sentait le danger, il pouvait hérisser ses plumes sur tout le dos, agrandir son cou ou gonfler la queue. Ce geste envoyait un signal très fort aux autres membres du groupe. Il fallait se méfier et être prêt à réagir. Les plumes, ainsi dressées, rendaient l'animal plus grand et plus impressionnant, ce qui pouvait aussi effrayer un prédateur qui hésitait à attaquer un groupe uni. Chez les petits, cette réaction était presque automatique, transmise des parents aux enfants au fil du temps. La colère ou l'agacement se montraient aussi grâce aux plumes. Certains dinosaures possédaient de petites plumes sur le haut de la tête qui se redressaient quand ils étaient excités ou contrariés. D'autres faisaient vibrer leur plumage avec de petits mouvements rapides, ce qui produisait des sons discrets mais audibles. Dans les disputes pour la nourriture, pour la place la plus chaude ou lors des jeux entre jeunes, ces signes étaient fréquents. Ils permettaient d'éviter de véritables combats, car chacun comprenait le message envoyé sans avoir besoin de mordre ou de donner des coups de griffe. Les plumes jouaient aussi un rôle important dans la vie du groupe. Dans les grandes familles de dinosaures, certains adultes utilisaient leur plumage pour guider les petits, en marchant devant eux et en secouant la queue emplumée pour indiquer la direction. Lorsque le groupe voulait changer d'endroit, la chef pouvait lever bien haut ses plumes, comme un drapeau visible pour tous. Les petits apprenaient vite à suivre ce signal pour ne pas se perdre dans la végétation dense. L'organisation du déplacement était facilitée et la sécurité de chacun était assurée grâce à cette communication visuelle très claire. Pendant les temps de repos, les dinosaures utilisaient parfois leurs plumes pour se rapprocher. Deux compagnons pouvaient lisser leurs plumes ensemble, se nettoyer la tête ou arranger le duvet du dos. Ce geste calme renforçait les liens entre membres du groupe, rassurait les petits ou aidait à réparer le plumage abîmé dans la journée. Chez certains, ce comportement de soins mutuels se voyait chaque soir, juste avant de dormir. Les scientifiques pensent que cette habitude aide aussi à transmettre des odeurs, des traces ou des signes de bien-être entre animaux. La nuit, les couleurs des plumes n'étaient plus visibles, mais leur présence restait utile pour la communication. Beaucoup de dinosaures bougèrent les plumes en silence, évitant ainsi de réveiller tout le groupe. Les mouvements du plumage donnaient des informations importantes sans bruit inutile. Dans le noir, une caresse sur le dos ou sur le cou avec les plumes était un message d'apaisement ou d'avertissement. Les mères rassuraient leurs petits par la douceur du plumage, parfois en les couvrant complètement sous leurs ailes quand il faisait trop froid ou quand un danger semblait proche. Dans certains groupes, les plumes devenaient même des outils pour organiser la vie. Les chefs de clan étaient parfois choisis en fonction de leur plumage particulier, de leur couleur rare ou de la façon dont ils savaient communiquer grâce à leurs plumes. Les individus les plus doués pour montrer leurs émotions ou relayer les informations importantes, par exemple en écartant les bras emplumés ou en gonflant la queue, étaient respectés par les autres. Cela donnait parfois naissance à des danses collectives où chaque membre du groupe refaisait à sa façon les mouvements du chef pour montrer sa place et sa loyauté. Les dangers dans la nature obligeaient chaque dinosaure à savoir lire les messages envoyés par les plumes. Un signal mal compris pouvait mener à un accident ou à une attaque soudaine. Les jeunes apprenaient donc très tôt à observer les adultes, à reconnaître les différents gestes faits avec les plumes et à répondre correctement. Ils savaient différencier le plumage utilisé pour le jeu, celui pour la parade amoureuse, celui qui signalait la peur ou la colère. Grâce à cette attention, les groupes devenaient plus soudés, mieux organisés et plus forts face aux prédateurs ou aux catastrophes naturelles comme les tempêtes ou les feux de forêt.
Le plumage servait aussi à marquer les limites du territoire. Un dinosaure, en arrivant près de la limite de sa zone, se dressait de tout son long, déployait ses plumes et faisait des mouvements lents pour signaler aux autres « Ici, c'est chez moi ». Ce comportement limitait les affrontements directs et permettait à chacun de s'installer sur l'espace dont il avait besoin. Les traces laissées sur le sol par les plumes les plus longues ou les plumes tombées lors d'une parade permettaient aussi de repérer les lieux importants pour le groupe, comme les points d'eau, les endroits pour dormir ou les lieux de nidification. Durant la période des œufs et des petits, le plumage des adultes pouvait changer de couleur ou de forme. Cette transformation signalait aux autres membres du groupe que la femelle ou le mâle devenait plus fragile ou qu'il fallait l'aider à surveiller les œufs. Les couleurs plus vives servaient plutôt à avertir les étrangers de rester à distance. Les plumes dressées ou serrées contre le corps donnaient des messages différents selon la situation. Un adulte immobile, toute plume serrée, pouvait ainsi passer inaperçu et surveiller discrètement les alentours. La variété de signaux donnés par les plumes rendait chaque journée nouvelle et pleine d'interactions sociales. Même lorsque les groupes se déplaçaient sur de longues distances, le plumage restait un moyen indispensable pour garder le contact. Un mouvement rapide, une nuque couverte de plumes hérissées, une aile ouverte vers le ciel, et tout le groupe comprenait l'information. Cette forme de communication silencieuse permettait d'éviter beaucoup de conflits, de sauver des vies et d'assurer la survie de toute une famille dans un monde rempli de dangers. Il y avait aussi des comportements très particuliers chez certaines espèces. Parmi les dinosaures vivant dans les forêts denses, certains avaient développé la capacité de changer la position ou l'orientation de leurs plumes très rapidement selon la lumière ou l'environnement. Cela rendait leur message encore plus efficace. Un faisceau de plumes dressées pouvait signaler la direction du danger, une crête aplatie signifiait la paix, une queue en éventail pouvait dire à toute la famille de rester immobile. Les plus jeunes jouaient beaucoup avec leurs plumes, apprenant à les ouvrir, les fermer, les lisser ou les secouer, souvent sous l'œil attentif des adultes. Ces jeux étaient essentiels pour apprendre les codes du groupe, tester ses propres limites, découvrir la souplesse de son corps et reconnaître la réaction des autres. La diversité des plumages favorisait donc l'éducation des jeunes et la cohésion du clan. Les chasseurs utilisaient aussi leur plumage pour tromper les autres animaux. Avant d'attaquer, ils pouvaient aplatir leurs plumes contre le corps pour devenir plus discrets ou les gonfler d'un coup pour surprendre une proie. Les plumes pouvaient faire briller la lumière, attirer l'attention ailleurs ou masquer l'intention réelle de l'animal. Cette capacité à changer de forme et d'apparence grâce aux plumes ajoutait encore à la complexité de la communication entre dinosaures à plumes. Lorsque le temps changeait, les plumes annonçaient aussi le retour du soleil ou l'arrivée de la pluie. Certains dinosaures dressaient leurs plumes avant un orage, d'autres les couchaient pour éviter qu'elles n'attrapent trop d'eau. Ce savoir se transmettait de génération en génération. Les plus âgés enseignaient aux petits à lire l'air, le vent ou la lumière à travers le plumage pour anticiper les dangers climatiques. Le soir, avant de dormir, les familles se serraient souvent en cercle, rabattant leurs plumes autour des plus jeunes. Cette organisation du repos rendait la nuit plus sûre et plus douce pour tous. Les plumes servaient alors à baisser le niveau de stress, à calmer les disputes, à mieux dormir malgré le bruit des autres animaux dans la forêt ou dans la plaine. Les plumes ne servaient donc jamais qu'à une seule chose. Elles étaient le support de la vie sociale, la base de la communication, l'instrument des émotions et le reflet du caractère de chaque dinosaure. Il fallait apprendre à lire chaque geste, chaque couleur, chaque changement de forme ou de direction du plumage pour comprendre ce qui se passait autour de soi. Ce savoir était aussi vital que savoir repérer la nourriture ou fuir un danger. Parmi les restes fossilisés, beaucoup de traces montrent la variété infinie des formes, des couleurs et des façons d'utiliser le plumage. Certains fossiles portent encore les marques de plumes arrachées lors d'un jeu ou d'un combat, d'autres gardent intact le duvet doux des jeunes ou les longues plumes brillantes d'un adulte en pleine parade. Tous ces éléments racontent la vie, la communication, la solidarité, la rivalité et la tendresse au cœur des groupes de dinosaures à plumes.
Ce vaste langage silencieux, transmis de génération en génération, a permis à ces animaux de s'adapter à tous les défis, petits et grands, que la nature leur présentait. Grâce à leurs plumes et à leur incroyable capacité à s'en servir pour communiquer, ils ont vécu dans des groupes soudés, des familles solides, capables de survivre dans un monde où chaque jour apportait de nouveaux obstacles, mais aussi de grandes possibilités. Dans la vie quotidienne des dinosaures à plumes, il était essentiel de rester attentif à tout ce qui se passait autour d'eux. Se protéger, communiquer et apprendre demandaient une attention constante, mais il y avait aussi un autre défi. Parfois, il fallait se rendre invisible, passer inaperçu ou approcher sans faire de bruit. C'était là que le camouflage, rendu possible grâce au plumage, devenait très important pour beaucoup d'espèces. Les couleurs, la répartition et l'organisation des plumes jouaient alors un grand rôle pour la discrétion et la survie. Un dinosaure qui voulait se cacher devait pouvoir se mêler facilement à son environnement. Pour cela, la couleur des plumes était très utile. Beaucoup de petits dinosaures à plumes vivant dans la forêt avaient un plumage brun ou vert foncé, ressemblant beaucoup à la couleur des feuilles, de la mousse ou de la terre humide. Quand ils restaient immobiles entre les buissons, ils étaient presque impossibles à discerner pour un prédateur qui passait parfois tout près sans rien voir. D'autres espèces vivant dans les plaines avaient des plumes aux teintes jaunes et beiges, identiques à celles de l'herbe sèche ou de la poussière, ce qui les aidait à éviter d'être vus par des carnivores ou par des proies. La disposition des plumes était pensée naturellement pour accentuer le camouflage. Certains dinosaures montraient des rayures sombres ou des taches plus claires le long du dos ou sur les flancs. Ces motifs n'avaient pas de limite bien nette. Ils se mélangeaient subtilement avec les ombres des branches, les reflets des herbes ou les taches de lumière au sol. Grâce à cette répartition spéciale des couleurs, même de très près, il était difficile pour un autre animal de repérer où commençait ou finissait le corps du dinosaure. Certains bébés dinosaures recevaient une couleur de plumage différente des adultes. Leur duvet, souvent plus foncé ou plus uniforme, leur offrait une meilleure protection contre les dangers pendant la période où ils étaient encore lents et fragiles. À mesure qu'ils grandissaient et gagnaient en force, des motifs plus clairs ou plus complexes apparaissaient sur leurs plumes. Cela les aidait à se préparer pour de nouveaux environnements et à affronter de futurs prédateurs plus rusés. Le camouflage n'était pas utile seulement contre les grands chasseurs. Des dinosaures à plumes eux-mêmes prédateurs utilisaient aussi ce don de discrétion pour approcher leur proie. Ils pouvaient s'accroupir dans les hautes herbes, ramper doucement, retenir leur souffle et avancer lentement à l'abri des regards. Les plumes posées près du corps, sans mouvement brutal, ne produisaient presque pas de bruit. Les motifs de rayures ou de taches empêchaient leur silhouette d'être repérée, même si un petit animal levait la tête juste à côté. Ce savoir-faire permettait de surprendre des insectes, des petits mammifères ou même d'autres dinosaures plus petits. Les couleurs du plumage étaient aussi influencées par les saisons. Pendant la saison sèche, les herbes devenaient jaunes et le sol plus clair. Certains dinosaures développaient alors un plumage aux motifs pâles, changeant à mesure que le climat variait. Après la pluie ou durant la saison humide, quand la végétation redevenait verte et que la terre fonçait, le plumage prenait un ton plus sombre chez d'autres espèces. Il n'était pas rare que les dinosaures connaissent plusieurs mues au cours d'une même année pour adapter leur apparence à la nature qui les entourait. Le camouflage jouait également un rôle lors de la nidification. Dans les zones où de nombreux prédateurs cherchaient des œufs ou des petits à manger, les mères choisissaient un endroit à l'abri des regards, sous un buisson dense, derrière une souche ou dans un creux entre les rochers. Le plumage des adultes couvait les œufs et se confondait complètement avec les feuilles mortes, les cailloux ou l'écorce sur le sol. Même si un animal curieux passait dans la zone, il était difficile pour lui de repérer un nid tant qu'aucun mouvement brusque n'attirait son attention. Il existait aussi un camouflage de groupe. Quand plusieurs dinosaures à plumes se rassemblaient dans la végétation, chacun utilisait la position de son corps et de ses plumes pour former une sorte de tapisserie naturelle. Les couleurs de chaque individu se mélangeaient avec celles du voisin,
ce qui rendait le groupe presque invisible pour quelqu'un qui passait à distance. Cela protégeait les petits, qui se plaçaient toujours au centre, entourés par les adultes et par une barrière de plumage d'aspects variés. D'autres espèces avaient développé un plumage capable de bouger selon les besoins du moment. Un dinosaure pouvait aplatir ses plumes contre son corps dès qu'il sentait un danger. Il devenait alors plus mince, ses couleurs se fondaient davantage avec le décor. En cas de menace directe, le même animal pouvait redresser toutes ses plumes, soulignant seulement certaines parties et effaçant les autres, pour fausser l'estimation de sa taille ou tromper un adversaire. Cette souplesse du plumage était un avantage précieux pour changer de stratégie en un instant, en fonction de la situation. Certains dinosaures disposaient d'un camouflage adapté aux environnements très particuliers. Dans les marécages, où le sol était recouvert de boue et de plantes flottantes, quelques espèces possédaient des plumes avec une extrémité plus sombre ou tachée de vert clair. Cela reproduisait l'effet de la lumière à la surface de l'eau ou des algues sur les bords. Dans les forêts humides, la présence de taches brunes et noires sur le plumage aidait les animaux à disparaître dans l'ombre des arbres ou à se cacher dans les trous formés par les racines et les feuilles mortes. La forme même des plumes aidait au camouflage. Certains dinosaures possédaient des plumes longues et fines, semblables à de l'herbe ou à des brindilles. Quand ils restaient immobiles, ils semblaient en faire partie du paysage. D'autres avaient des plumes duveteuses qui rendaient leur silhouette moins nette, comme diffusée dans la lumière du sous-bois. Chaque détail, de la direction prise par une tige de plume à la présence de boucles ou de petites touffes, jouait un rôle pour brouiller la vue d'un prédateur ou d'une proie. Pour de nombreux jeunes dinosaures, apprendre à utiliser leur camouflage faisait partie de leur éducation. Lorsqu'ils sortaient du nid, les adultes montraient comment se coucher sans bouger ou se dissimuler, quand ouvrir ou fermer certaines plumes. Ces techniques étaient partagées dès les premiers jours. Parfois, lors d'une alerte, toute la famille disparaissait presque instantanément dans la végétation, laissant place à un paysage sans trace apparente de vie. Les scientifiques qui étudient certains fossiles ont remarqué que les plumes montrant le plus de traces d'usure ou de cassure étaient souvent situées sur le dos ou les flancs. Cela s'explique parce que ces plumes étaient constamment sollicitées lors des séances de camouflage ou de déplacements lents à travers les broussailles. Ces observations permettent de mieux reconstituer la manière dont les dinosaures utilisaient leur corps pour se cacher et se protéger. Le camouflage n'était pas toujours parfait. Quand un dinosaure tombait malade ou perdait l'éclat de son plumage, il devenait plus visible et donc plus vulnérable. Les jeunes malades, souvent moins discrets, étaient surveillés de près par le groupe. Parfois, des adultes restaient à côté d'eux, utilisant leur propre plumage pour les cacher et les défendre plus facilement contre les regards extérieurs. Il arrivait aussi que certains dinosaures choisissent des endroits précis pour se reposer ou dormir en fonction de la couleur de leur plumage et de l'aspect du sol. Un individu au plumage sombre cherchait la terre noire ou les ombres d'un rocher. Un autre, blond ou crème, préférait un terrain de sable ou d'herbe jaune. Les fossiles trouvés dans différentes régions montrent que ces stratégies variaient selon le lieu, les saisons, la composition de la végétation, la présence de grandes pierres ou même la hauteur des arbres. Dans la vie des groupes de dinosaures à plumes, le camouflage avait aussi un rôle lors des affrontements entre espèces. Parfois, des chasseurs issus d'un autre clan, venus d'une autre forêt ou d'une plaine voisine, traversèrent le territoire à la recherche de proies. Les dinosaures placés en sentinelle utilisaient alors leur camouflage pour guetter leur arrivée sans être repérés, envoyant des signaux sûrs au reste du groupe dès le moindre mouvement suspect. Le camouflage était également utile durant les tempêtes, les saisons des pluies ou les incendies de forêt. Pendant les moments de panique, se fondre dans le décor permettait d'échapper à des dangers soudains, de trouver un refuge et d'attendre que le calme revienne. Les plus expérimentés, ayant survécu à plusieurs saisons difficiles, montraient comment ajuster le plumage ou se placer dans l'environnement et quels endroits étaient les plus sûrs pour disparaître rapidement. Le camouflage du plumage n'effaçait pas pour autant toutes les autres fonctions des plumes.
Même dans la discrétion totale, il restait essentiel de garder la chaleur, d'assurer la communication silencieuse dans le nid ou d'entretenir sa propreté pour éviter les maladies. Certains adultes passaient donc beaucoup de temps à arranger leur plumage au petit matin ou au crépuscule. Ils retiraient les saletés, repoussèrent les insectes et vérifiaient que chaque plume gardait son rôle dans la grande stratégie du camouflage. Dans certains cas, des espèces cousines partageaient le même territoire et développaient un camouflage légèrement différent, adapté au coin précis de la forêt, du marécage ou de la prairie où elles vivaient. Chaque modification du plumage, chaque ajustement de motif donnait un avantage unique pour survivre, élever des petits et garantir la prospérité de la famille. Les très grands dinosaures, moins menacés par les prédateurs adultes, gardaient parfois un plumage plus clair et moins camouflé à l'âge adulte, mais leurs petits restaient cachés dans des endroits sûrs, recouverts par les plumes épaisses et discrètes des parents. Le camouflage des dinosaures à plumes n'était jamais une simple imitation du décor. C'était un ensemble de choix, de transformations et de comportements appris et perfectionnés au fil du temps. Chaque génération découvrait de nouveaux pièges, de nouveaux prédateurs, de nouveaux changements de l'environnement et adaptait la couleur, la longueur, la texture et la disposition des plumes pour s'en sortir. Les fossiles témoignent de ces évolutions, montrant des motifs inconnus d'une région à une autre, des plumes plus longues ici, plus fines là, ou des couleurs différentes selon l'exposition au soleil ou à la pluie. Cette capacité à se fondre dans tous les environnements, à devenir invisible quand il le fallait, a permis à une immense variété de dinosaures à plumes de traverser les millions d'années de changements sur la Terre. Leur mode de vie, leurs relations sociales, leur alimentation, leur survie face aux grands dangers, tout était influencé par la façon dont ils utilisaient le plumage pour se protéger des regards indiscrets ou pour approcher leur nourriture sans se faire voir. Dans ce monde rempli de couleurs, de lumière et de mouvements, chaque plume avait une histoire. On pouvait lire sur la peau soyeuse ou tachetée d'un dinosaure le récit de ses efforts pour échapper au danger, protéger ses petits, trouver sa place dans le groupe ou réussir une chasse difficile au cœur de la végétation dense et vivante qui couvrait la terre ancienne. Dans les paysages remplis de couleurs et de formes variées où les dinosaures à plumes vivaient, il n'y avait pas que marcher, courir ou se cacher au sol. Leurs plumes ne servaient pas seulement à se protéger ou à se camoufler. Certaines espèces avaient des plumes différentes, longues et rigides, surtout sur les bras et la queue. Grâce à ces plumes particulières, un nouveau comportement était devenu possible. Se déplacer dans les airs, glisser d'un arbre à l'autre ou tomber moins vite du haut d'une branche. Il y a environ 120 millions d'années, de petits dinosaures à plumes vivaient dans d'immenses forêts denses, pleines d'arbres hauts et de buissons épais. Ces animaux savaient déjà grimper, sauter et même se déplacer dans les arbres. Mais parfois, pour échapper à un prédateur rapide, atteindre plus facilement de la nourriture ou rejoindre leur famille, ils avaient besoin d'aller plus loin que leurs pattes pouvaient les porter d'un coup. Les plumes longues des bras, des jambes et de la queue sont alors devenues très importantes. Chez certaines espèces, comme le Microraptor, on peut observer sur les fossiles de très grandes plumes sur les bras, les jambes et même jusqu'au bout de la queue. Ces plumes étaient solides mais souples, bien fixées à la peau grâce à des os adaptés. Lorsque le dinosaure sautait du haut d'un tronc ou d'une grande branche, il étendait ses bras et ses pattes en écartant toutes les longues plumes. L'air passait entre chacune d'elles et ralentissait la chute. Au lieu de tomber rapidement au sol, l'animal glissait doucement, contrôlait sa descente et pouvait même choisir la direction pour rejoindre un autre arbre ou atterrir près de ses compagnons. Ce planage n'était pas un vol comme chez les oiseaux d'aujourd'hui, mais il permettait de franchir plusieurs mètres sans toucher le sol. Dans une grande forêt serrée, cela changeait tout. Un dinosaure à plumes pouvait traverser un espace ouvert, éviter d'être attrapé par un carnivore au sol ou surprendre des insectes et des petits animaux qui vivaient dans les cimes. Les plumes étaient disposées de façon très précise, orientées pour guider l'air, formées comme une aile légère et efficace, même si leur forme était plus simple que celle des ailes modernes.
Les scientifiques ont étudié comment l'os du bras, des jambes ou de la queue portait ses plumes chez différents fossiles. Ils ont découvert que chez les planeurs, les os étaient souvent plus légers, parfois creusés à l'intérieur, ce qui réduisait le poids de l'animal sans le rendre fragile. Les articulations permettaient aussi des mouvements larges pour ouvrir très grands les bras emplumés au bon moment. Écarter ou refermer les plumes très vite devenait alors un réflexe utile, appris dès le plus jeune âge. Parmi les dinosaures à plumes, toutes les espèces n'avaient pas cette capacité. Seuls ceux vivant près des arbres les plus hauts ou dans des régions accidentées devaient utiliser le planage pour survivre. Les jeunes apprenaient en regardant les adultes, essayant d'abord de petits sauts, puis des bonds de plus en plus grands. Les premiers essais étaient maladroits. Parfois, le dinosaure tombait plus vite. Parfois, il planait mieux que la fois précédente. Les familles entières pouvaient s'entraîner, allant d'arbre en utilisant leurs plumes spécialement placées sur les bras et la queue. Ce mode de déplacement changeait la façon d'explorer la forêt. Les planeurs accédaient à des fruits, à des insectes ou à des graines cachées en haut des arbres. Ils pouvaient aussi surveiller le sol de plus haut, voir venir un prédateur ou repérer un point d'eau depuis la cime. Quand le danger approchait, un groupe entier, parfois composé de parents et de petits, s'élançait dans les airs, se dispersant et se cachant entre les branches avant de glisser doucement jusqu'au sol ou vers un autre arbre. Dans certains nids retrouvés par les scientifiques, il y a des traces de jeunes dinosaures à plumes dont les bras montraient déjà la structure d'os adaptée pour supporter des plumes longues. Les empreintes fossiles laissent voir où chaque plume était placée. Les chercheurs ont aussi retrouvé des marques de griffes sur certains troncs très anciens, témoignant des nombreux allers-retours entre le sol et les hautes branches. Cet entraînement répété, cette vie dans les arbres, a permis à ces dinosaures de profiter au mieux de leur environnement foisonnant. Le développement du planage n'était pas seulement une question de fuite ou de chasse. Grâce aux plumes adaptées, les dinosaures pouvaient économiser de l'énergie, parcourir de grandes distances sans se fatiguer autant. Quand la nourriture se faisait rare, ils allaient facilement plus loin, repérant de nouveaux coins verts, des nids d'insectes ou des fruits mûrs. Leur capacité à se déplacer rapidement passait donc par l'usage intelligent du plumage, devenu indispensable dans leur vie de tous les jours. Au fil du temps, d'autres espèces de dinosaures à plumes ont montré des adaptations originales. Chez certains, les plumes de la queue étaient très dures, presque comme un gouvernail. En plein saut ou en glissant dans l'air, ils pouvaient tourner à droite ou à gauche, changer d'altitude légèrement ou ralentir leur descente au dernier moment. Cette maîtrise de la direction aidait aussi à atterrir sans se blesser ou à rejoindre des branches fines qui n'auraient pas supporté leur poids en tombant trop vite. Les fossiles découverts dans des régions froides montrent que, même là où le souci de la chaleur restait important, la capacité de glisser dans l'air offrait un avantage en plus. Les plumes épaisses continuaient à protéger la peau, tandis que les longues plumes bien placées servaient pour le déplacement aérien. Certains dinosaures avaient donc à la fois un plumage très isolant et des plumes spécialisées pour planer. Leur corps s'adaptait ainsi à plusieurs besoins différents, survivre au froid et explorer des endroits inaccessibles au sol. Dans les marécages, les planeurs trouvaient aussi leur place. Là, la boue profonde empêchait souvent de courir vite. Utiliser leurs plumes pour sauter d'une branche à l'autre pouvait permettre d'éviter de s'enfoncer dans la terre humide ou de surprendre une proie bien cachée. Les longues plumes servaient également d'équilibre, comme un balancier mobile, pour ne pas tomber lors des atterrissages sur des branches fines ou glissantes. Une observation attentive des fossiles de ces animaux révèle que la forme des plumes variait selon la région du corps. Sur les bras, elles étaient longues, rigides, alignées pour former une surface continue. Sur la queue, les plus grandes étaient disposées en éventail, aidant à freiner ou à tourner en plein vol. Les plumes du corps restaient courtes et serrées pour limiter le poids et garder la chaleur. Tout était fait pour équilibrer efficacité dans l'air, discrétion dans les feuilles et protection contre le froid ou la pluie. Certains groupes de dinosaures à plumes développaient aussi des comportements sociaux liés au déplacement dans les airs. Les membres d'un même clan partaient ensemble, surveillaient les petits pendant les sauts ou signalaient avec des cris doux le moment idéal pour se lancer. Parfois,
On retrouvait dans le même arbre plusieurs nids, preuve que cette façon de vivre rapprochait les familles et favorisait la protection des jeunes contre les prédateurs au sol. L'évolution des plumes spécialisées pour le planage a ouvert de nouvelles possibilités dans l'écosystème de cette époque. Les planeurs déplaçaient des graines de fruits en tombant ou en passant d'un arbre à l'autre, aidant la forêt à se renouveler. Leur présence dans la cime perturbait aussi la vie des insectes, poussant d'autres animaux à changer leurs habitudes. Même les plantes s'adaptaient à cette nouvelle dynamique, offrant des branches plus fortes ou plus espacées pour laisser passer les petits dinosaures dans l'air. Les changements des saisons demandaient aussi beaucoup de souplesse. Par temps de pluie, les plumes devaient rester sèches et les planeurs trouvaient refuge sous des feuillages denses ou dans des cavités. Par vent fort, voler ou glisser devenait risqué. Les adultes enseignaient alors aux jeunes à choisir les bons moments pour sauter, à attendre les éclaircies ou à éviter les bourrasques dangereuses. Ici aussi, la vie quotidienne était faite de choix et d'adaptations, toujours guidée par l'usage intelligent des plumes. Certains fossiles très bien conservés montrent même la trace de plumes colorées sur les ailes et la queue, allant du bleu foncé au vert avec parfois des reflets métalliques. Les scientifiques pensent que ces couleurs pouvaient servir à se camoufler dans la lumière des feuilles, mais aussi à reconnaître les membres du groupe d'un simple coup d'œil, pour ne pas se perdre lors d'un vol en groupe ou dans la densité des branches. Les plumes spécialisées pour le vol court existaient aussi chez des dinosaures ne vivant pas dans les arbres. Sur les prairies ou dans les terres basses, certains animaux utilisaient les longues plumes pour faire de grands sauts. Lorsqu'ils couraient vite, ils déployaient brusquement leurs bras emplumés, ce qui leur donnait la possibilité de franchir des obstacles ou de fuir plus vite encore devant un danger. Les muscles des épaules et des hanches étaient alors très puissants pour soutenir ces efforts rapides et bien coordonnés. L'observation des jeunes planeurs montre que l'apprentissage était progressif. Les petits restaient d'abord près du nid, sautant juste de quelques centimètres. Les adultes encourageaient, corrigeaient le mouvement des ailes, repositionnaient les plumes et montraient comment utiliser la queue pour se diriger. Avec l'habitude, les jeunes gagnaient en assurance. Ils prenaient de plus en plus de risques, découvrant par eux-mêmes les recoins de la forêt, les meilleures branches pour atterrir et les manières de revenir sans se faire mal. À la tombée de la nuit, les planeurs cherchaient un endroit sûr pour dormir, souvent perchés au sommet d'un grand arbre ou cachés dans une cavité. Les familles se serraient, rangèrent leurs plumes et évitaient de bouger trop vite pour ne pas tomber. Les adultes veillaient, ailes pliées contre le corps, prêts à réveiller le groupe en cas de bruit suspect, à tout moment de la nuit ou du matin. Pour les petits, la chaleur des plumes épaisses restait la meilleure façon de dormir en sécurité, même au sommet des branches. La découverte de techniques de déplacement dans les airs par glissade a permis à certains dinosaures de conquérir des habitats nouveaux, de créer des liens entre des espèces différentes et de favoriser une vie riche en mouvement et en échange. Dans chaque coin de la forêt, chaque prairie ou chaque recoin de marécage, il était possible d'apercevoir un petit dinosaure à plumes glissant entre les branches, un groupe échangeant des signaux avec ses plumes colorées ou des traces de griffes sur le tronc lisse laissé après un saut. Grâce à ce mode de vie, les dinosaures à plumes planeurs devenaient des acteurs importants de leur monde, reliant les différents niveaux de la forêt, évitant les dangers du sol en exploitant au mieux les couleurs, la forme et la force de leurs plumes. La diversité des techniques, des formes de plumes, des habitudes familiales et sociales montre que la capacité à se déplacer dans les airs était une vraie innovation, transformant la vie de nombreux groupes d'animaux dans la nature ancienne. Les dinosaures à plumes qui glissaient entre les arbres, marchaient dans les hautes herbes ou se cachaient dans la forêt, vivaient dans des milieux très variés et changeants. Ces milieux, qu'on appelle aussi des environnements, étaient influencés par la nature du sol, la quantité de lumière, la présence d'eau et surtout le climat. L'époque où vivaient ces animaux n'était pas du tout comme aujourd'hui. La chaleur, la pluie, la végétation et même l'air étaient différents, ce qui donnait à chaque endroit une ambiance particulière et une grande diversité de vie.
Sur la Terre, il y a environ 100 millions d'années, les pôles n'étaient presque jamais recouverts de glace. La température dans la plupart des régions restait chaude presque toute l'année. La neige était rare même dans les endroits les plus au nord ou au sud du globe. Les journées chaudes n'étaient pas exceptionnelles, et chaque nuit, l'atmosphère restait encore tiède ou devenait seulement légèrement plus fraîche sous les arbres. Dans les forêts denses, la lumière du soleil avait du mal à toucher le sol. Les grands arbres formaient un toit de feuilles vertes et épaisses, interrompu seulement par quelques ouvertures où un rayon lumineux descendait jusqu'à la mousse ou aux fougères. Les plantes poussaient partout, couvrant les troncs, les branches et les rochers. Il fallait parfois beaucoup de temps pour qu'un dinosaure marche d'un bout à l'autre de la forêt, car la végétation était serrée et chaque pas rencontrait des racines, des tiges ou des feuilles. La terre sous les pieds gardait souvent l'humidité, ce qui donnait un sol mou idéal pour les empreintes. Dans ces forêts vivaient de nombreux dinosaures à plumes. Certains restaient à terre, d'autres grimpaient, d'autres encore préféraient les branches hautes. Leurs plumes étaient parfois vert foncé, brunes ou grises, se confondant avec l'écorce ou les mousses. Quand il pleuvait, l'eau ruisselait vite entre les feuilles et de petits ruisseaux se formaient au sol, faisant circuler la fraîcheur dans l'air. Après la pluie, l'odeur des plantes était très forte et les couleurs devenaient plus vives. À côté des forêts, on trouvait de grandes prairies. Ces prairies étaient différentes de celles que l'on voit aujourd'hui. L'herbe était plus haute, parsemée de fougères, de petites fleurs et de buissons. Parfois, de petits arbres se dressaient seuls au milieu des herbes. Les dinosaures à plumes qui vivaient ici avaient d'autres couleurs de plumage, souvent des tons jaunes, beiges ou bruns clairs, pour devenir invisibles dans la lumière du soleil. Ils pouvaient courir sur de longues distances, car le sol était ferme et ouvert, parfait pour trouver de la nourriture ou échapper à des prédateurs rapides. Dans certaines régions, l'eau était partout. De vastes marécages couvraient le paysage. Ces marécages étaient constitués de flaques profondes, de boue, de roseaux et de plantes flottantes. Les dinosaures de ces endroits avaient souvent des pattes plus larges pour ne pas s'enfoncer dans la vase. Leur plumage, souvent sombre avec quelques taches vertes ou bleues, les aidait à se fondre dans la lumière réfléchie par l'eau et les feuilles. Certaines de ces espèces passaient de longues heures à attendre sans bouger, espérant attraper des insectes, des poissons ou de petits animaux venant boire ou nager. Les climats étaient souvent très chauds, mais pouvaient aussi être très humides dans certains lieux. Il pleuvait parfois pendant plusieurs jours, et la brume restait accrochée aux branches. La vie dans ces conditions exigeait des adaptations du corps et du comportement. Les plumes devenaient plus longues ou imperméables, le mode de déplacement changeait selon que la terre était sèche ou détrempée, et toute la famille d'un groupe de dinosaures savait où se réfugier pendant les averses. La saison sèche, en revanche, rendait la recherche d'eau plus difficile. Les rivières pouvaient baisser ou se transformer en petites mares, les feuilles tombaient parfois plus tôt, rendant la recherche de nourriture cruciale pour la survie de tous les animaux à plumes. Dans certaines zones plus élevées comme les collines ou près des montagnes anciennes, la température variait beaucoup plus pendant la même journée. La brise pouvait apporter de l'air frais, et la nuit, le sol se refroidissait vite. Les dinosaures à plumes vivant dans ces hauteurs avaient souvent un duvet plus épais, protégeant mieux la peau des changements rapides de température. Ils trouvaient de la nourriture entre les cailloux, les racines et les plantes basses qui colonisaient ces endroits pierreux. Les lacs, rivières et ruisseaux dessinaient le paysage de lignes claires ou sombres vues du dessus. Près de l'eau se rassemblaient de nombreux animaux, cherchant à boire, à se laver ou à attraper des proies. Le bord de l'eau était un endroit important et parfois dangereux, car il attirait à la fois les chasseurs et les proies. Beaucoup d'espèces utilisèrent le camouflage de leur plumage pour s'approcher sans bruit ou s'éloigner discrètement en cas de menace. La végétation de cette époque n'était pas du tout monotone. On trouvait des fougères aussi hautes qu'un adulte, des arbres à feuilles larges, parfois brillantes,
des lianes s'accrochant aux branches, des buissons denses et piquants, des troncs couverts de mousse ou de fleurs minuscules éclatantes. Certaines plantes offraient une ombre épaisse, d'autres diffusaient des parfums puissants. Des fruits étranges poussaient ici et là, apportant parfois une nourriture occasionnelle pour les dinosaures curieux ou gourmands. Le climat chaud favorisait une grande diversité de plantes. Il n'y avait presque pas d'hiver difficile. Les plantes poussaient plus longtemps et couvraient tout l'espace libre. Les feuillages étaient variés. Certains résistaient à la sécheresse des longues semaines sans pluie, d'autres accumulaient beaucoup d'eau dans leurs tiges ou leurs feuilles. Ces différences attiraient des dinosaures très divers, chacun ayant ses préférences et trouvant sa place dans cet univers vivant. D'un bout à l'autre de ces milieux, la vie des dinosaures à plumes dépendait de ces variations de climat et de paysage. Un groupe pouvait migrer quand la nourriture devenait rare, suivant la forme des cours d'eau ou les changements de couleur des plantes. Les adultes connaissaient les moindres coins utiles et savaient où mener les jeunes pour trouver un abri en cas de chaleur, éviter les régions trop humides ou rejoindre un espace ouvert pour mieux voir venir le danger. D'autres animaux vivaient aussi dans les mêmes environnements. Les insectes étaient très nombreux, volant en grands nuages ou cachés dans les tiges. Certains animaux ailés planaient entre les branches ou vivaient dans les marais. Des poissons et des amphibiens remplissaient les rivières paisibles. On trouvait de petits mammifères discrets sous les racines et dans les coins sombres de la forêt, ainsi qu'une multitude de variétés d'insectes, profitant aussi du climat chaud et de la végétation abondante. La chaleur, l'humidité et la densité de la nature rendaient la vie parfois difficile, mais aussi pleine de ressources. Les familles de dinosaures à plumes inventaient sans cesse de nouvelles façons de se cacher, de se nourrir, d'utiliser la pluie ou le soleil selon leurs besoins. Les plus jeunes apprenaient à distinguer les plantes comestibles des dangereuses, à éviter certains endroits lors des grandes pluies ou à chercher une rivière quand la sécheresse durait trop longtemps. Le rythme de la journée était souvent dicté par la lumière du soleil. Au lever du jour, l'activité commençait dès que la lumière filtrait à travers les feuilles. Les sons des animaux se répondaient d'une extrémité à l'autre de la forêt, et le mouvement des dinosaures ouvrait le chemin dans les fougères brillantes de rosée. Quand la chaleur du milieu de journée arrivait, beaucoup d'animaux se reposaient à l'ombre, profitant du couvert large des branches. En fin d'après-midi, la recherche de nourriture reprenait, car la température descendait et les ombres s'étiraient, rendant le paysage plus frais. La nuit apportait son lot de mystères. Certaines espèces restaient éveillées, veillant sur le groupe, observant les sons inconnus dans la forêt sombre. Les plus jeunes s'endormaient tôt, serrés sous le duvet chaud, protégés par le corps des adultes contre l'humidité ou la fraîcheur soudaine. Quelques groupes de dinosaures à plumes, moins craintifs, profitaient encore du clair de lune pour explorer, chercher de nouveaux abris ou surveiller le passage d'un prédateur dans l'ombre. À chaque saison, le cycle de la vie suivait le rythme de l'eau, des plantes et de la lumière. Les œufs éclosent après de longues pluies, les petits grandissent au milieu des feuilles tendres, les adultes se préparent à de longs déplacements lors des périodes de sécheresse. Les couleurs du plumage se modifient souvent pour mieux se confondre avec le milieu, tandis que les habitudes de chaque famille changent selon la saison. Les paysages de cette époque créaient des frontières naturelles. Des collines, des rivières larges ou des marécages empêchaient parfois les groupes de se mélanger. Chaque endroit abritait alors ses propres groupes de dinosaures à plumes qui développaient des habitudes et parfois même des plumages différents pour s'adapter à la lumière, à la température ou aux végétaux qui les entouraient. Les migrations existaient, mais beaucoup de familles restaient sur le même territoire, le connaissant par cœur grâce à plusieurs générations d'expérience. Certains lieux devinrent célèbres pour la diversité de leurs habitants. Par exemple, des régions aujourd'hui en Asie et en Amérique du Nord ont livré de nombreux fossiles de dinosaures à plumes, vivant près de grands lacs, de forêts immenses ou de zones marécageuses vastes. Les traces fossiles de pas, de nids et de plumes nous montrent la variété des environnements parcourus, la richesse de la flore et la capacité des animaux à s'adapter à chaque changement. L'abondance de la nourriture, les abris sûrs
le climat doux et humide ont permis à de nombreuses espèces de prospérer. Certains animaux vivaient en petits groupes, d'autres se rassemblaient en grandes familles, toujours organisées en fonction du territoire. Ceux qui avaient le mieux compris comment profiter du climat, de l'eau et de la végétation voyaient leur nombre augmenter au fil des générations. Dans ces environnements variés et souvent très accueillants pour la vie, les dinosaures à plumes témoignaient de l'adaptabilité de la nature. Leurs plumes s'ajustaient à chaque condition, longues ou courtes, épaisses ou fines, imperméables ou duveteuses, colorées ou discrètes. Les formes, les couleurs, la densité et la longueur répondaient à toutes les situations possibles, des chaleurs écrasantes aux pluies torrentielles, des marécages humides aux collines rocheuses. En observant tout ce qui touche aux environnements et au climat de cette période, on découvre un monde organisé, plein de surprises. Rien n'était simple, rien n'était séparé. Chaque détail, chaque changement de lumière, d'eau ou de température influençait la vie de tous les jours pour tous les dinosaures à plumes et pour tous les autres animaux partageant la Terre à cette époque ancienne. Dans ces milieux pleins de changements et de richesses, les dinosaures à plumes n'étaient pas tous semblables. Leur taille, leur forme et leurs habitudes variaient beaucoup selon les familles, les espèces et même l'endroit où ils vivaient. Certains de ces animaux étaient très petits, à peine plus grands qu'un gros oiseau d'aujourd'hui. D'autres dépassaient largement la taille d'un adulte humain, et certains jeunes dinosaures devenaient, en grandissant, parmi les plus impressionnants de leur époque. Chaque adaptation, chaque détail de leur corps représentait le résultat de milliers d'années de vie sur une Terre très vivante et en mouvement. Au début de leur vie, beaucoup de dinosaures à plumes étaient recouverts d'un duvet doux et serré qui enveloppait tout leur corps. Ce duvet les protégeait du froid et rendait leur silhouette ronde et fragile. Parmi les plus petits, certains ne pesaient que quelques centaines de grammes à la naissance. Ils devaient rester très discrets, bien cachés dans les feuilles, et dépendaient fortement de la protection et de l'attention des adultes du groupe. Leur plumage se fondait avec le sol ou la végétation, leur permettant d'échapper à de nombreux dangers dès les premiers jours. À mesure qu'ils grandissaient, leur physique changeait peu à peu. Pour certains petits dinosaures, la taille restait modeste toute leur vie. Ils ne dépassaient jamais 60 cm, parfois 1 mètre, du museau au bout de la queue. Ils évoluaient surtout dans les sous-bois, sur les branches basses ou dans les coins tranquilles des bosquets. Souvent agiles, rapides, ils utilisaient beaucoup leur plumage pour se camoufler ou signaler à leurs compagnons la présence de nourriture, d'eau ou de menaces. Mais tous les dinosaures à plumes n'étaient pas de petite taille. Des espèces de taille moyenne, comme certains ornithomimosaures, mesuraient 3, 4, 5 mètres de long. Ils étaient capables de courir très vite dans les prairies et les forêts ouvertes. Leur plumage était parfois moins dense sur certaines parties du corps, avec un duvet surtout sur le cou, la tête et la queue. Le ventre montrait souvent des plumes plus courtes, adaptées pour limiter la chaleur du soleil ou protéger la peau contre les frottements de la végétation et les parasites. Parmi les plus grands dinosaures à plumes de l'époque, on retrouvait certains carnivores impressionnants. Les jeunes tyrannosaures, par exemple, naissaient avec une couche de duvet épais autour du corps. Ce duvet permettait de maintenir la chaleur tout au long des premières semaines, lorsque le corps était encore petit et fragile. Les adultes, devenant très massifs au fil des années, perdaient peu à peu ce duvet sur une grande partie de leur corps. Seules quelques plumes persistaient au niveau du cou ou sur le dos. En grandissant, leur taille devenait un atout pour conserver la chaleur, et la disparition du plumage épais montrait ce changement dans leur façon de vivre. La diversité de taille chez les dinosaures à plumes ne s'arrêtait pas là. Dans certaines régions, des spécimens plus petits cohabitaient avec des créatures de taille moyenne ou grande. Chacun trouvait sa nourriture, occupait un espace différent, utilisait des stratégies de survie adaptées à son gabarit. La compétition pour l'alimentation ou l'espace était parfois forte, mais toutes ces espèces montraient une très grande capacité à s'adapter, changeant l'organisation du groupe ou la façon de se protéger suivant les saisons.
Les fossiles retrouvés dans différentes parties du monde révèlent l'étendue de cette variété. En Asie, des restes de dinosaures à plumes de taille minuscule ont été trouvés dans de la roche très ancienne, aux côtés de fossiles d'espèces beaucoup plus grandes, presque géantes. Ces découvertes montrent que la taille n'était pas un obstacle pour avoir des plumes. Le duvet, les grandes plumes, les couleurs vives ou les motifs complexes pouvaient exister sur n'importe quelle taille d'animal. Chaque adaptation du plumage répondait à une nécessité précise: se cacher, attirer un partenaire, protéger les œufs, résister au froid ou même préparer un saut d'une branche à l'autre. Les différences de taille se voyaient aussi dans les os et la musculature. Les plus lourds développaient des pattes puissantes et une queue solide pour tenir l'équilibre. Leur plumage évoluait selon la robustesse du corps. Les grandes plumes servaient parfois à diriger. Les duvets plus fins protégeaient les parties sensibles. Chez les petits, au squelette léger, chaque gramme comptait. Les plumes étaient fines, courtes, agissant surtout comme une barrière contre l'air frais ou les rayons du soleil. Certains dinosaures à plumes possédaient même des griffes et des doigts très développés, capables d'attraper des branches ou de servir à creuser dans le sol à la recherche de nourriture. La diversité de leurs outils corporels montrait leur adaptation à de très nombreuses situations. Certains grimpaient, d'autres sautaient, beaucoup couraient longtemps, et quelques-uns, grâce à leurs plumes spéciales, glissaient sur de courtes distances, utilisant la légèreté de leur corps pour franchir les obstacles ou surprendre une proie. Il existait aussi une importante variation de couleurs et de textures. Les petits dinosaures à plumes étaient parfois recouverts de plumage clair ou sombre selon le lieu où ils vivaient. Les plus grands montraient fréquemment des couleurs plus ternes, sauf lorsqu'ils utilisaient certains motifs pour impressionner ou se défendre. Ces motifs prenaient souvent la forme de taches irrégulières, de rayures ou de bandes colorées, regroupées sur la tête, le cou ou le long de la queue. La diversité n'était pas seulement visible chez les individus d'un même groupe, mais aussi entre différentes zones géographiques. Les fossiles d'Amérique du Nord présentent des espèces de tailles et de formes différentes de celles retrouvées en Asie ou en Europe. Chacune avait développé son propre type de plumage, adapté au climat local, à la densité de la végétation et à la présence de prédateurs ou de concurrents. Chez certaines espèces, les jeunes gardaient longtemps une taille modeste et un plumage épais, alors que chez d'autres, la croissance rapide s'accompagnait d'un changement rapide du type de plume. Cette différence dans la croissance modifiait souvent l'organisation du groupe. Les plus petits restaient ensemble sous la protection des adultes, alors que les jeunes plus grands pouvaient s'éloigner, apprendre à trouver seuls leur nourriture ou à éviter les dangers. Dans la même troupe, on pouvait observer des jeunes couverts de duvet qui suivaient les adultes, de taille intermédiaire, et des adultes beaucoup plus gros, dont la silhouette devenue massive formait un abri naturel pour les plus petits. La structure sociale tenait compte de ces différences. Les plus vigoureux pouvaient guider le groupe lors des migrations ou surveiller les alentours dans les zones ouvertes. Les plus petits restaient souvent au centre de la troupe, protégés par le plumage et la vigilance des autres membres. Les variations de taille se retrouvaient aussi dans les comportements. Les grands mangeaient parfois plus rapidement, déplaçaient de grandes branches pour ouvrir le chemin ou pour accéder à de nouveaux coins où poussaient les jeunes feuilles. Les petits utilisaient leur sens aiguisé et leur agilité pour trouver des insectes, se glisser dans de petits espaces ou grimper sur les branches les plus fines pour atteindre un fruit ou un abri. Dans le monde des dinosaures à plumes, la taille n'était jamais un obstacle pour la survie, tant que l'adaptation corporelle permettait de faire face au climat, à la nourriture disponible et aux dangers. La rapidité du développement des petits, la puissance acquise par les grands, la souplesse des moyens de déplacement et la richesse de la communication visuelle montrent une capacité de la nature à inventer des solutions nouvelles dans chaque environnement. La diversité des dinosaures à plumes était aussi importante d'un bout à l'autre de la planète. Des fossiles découverts en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Australie témoignent de la présence de ces animaux partout où la vie pouvait s'organiser autour de l'eau, des arbres ou des plaines ouvertes. Selon la région, le plumage prenait des formes uniques.
très longs sur la tête, en éventail sur la queue ou en touffes épaisses sur le ventre. Les scientifiques ont remarqué que certains motifs apparaissent uniquement dans un secteur du globe, alors que d'autres sont partagés par plusieurs espèces lointaines. Cela prouve que chaque milieu favorisait certaines particularités pour faciliter la vie, la reproduction, la défense ou la chasse. La taille des œufs pondus variait autant que la taille des adultes. Les plus petits produisaient des œufs à peine plus gros qu'un œuf de caille, tandis que les grands carnivores pondaient des œufs pouvant atteindre la taille d'un ballon de rugby. Cette différence influençait la taille des nids, la façon de couver les petits et les stratégies de protection contre les prédateurs ou le climat. Le duvet des jeunes, dès l'éclosion, montrait que la nature adaptait aussi la première enveloppe à la taille du nouveau-né, pour lui donner dès le début les meilleures chances de survie. Avec cette variation de taille et de plumage, la nature a permis à de nombreux dinosaures à plumes d'occuper presque tous les coins de la planète, chacun trouvant une place selon ses besoins et ses compétences. Ce mélange d'individus minuscules, moyens ou gigantesques a donné naissance à des formes de vie, des comportements et des relations différentes, toutes adaptées au monde de la Terre ancienne. Les groupes mixtes, formés d'animaux de différentes tailles, étaient courants et cette diversité rendait leur communauté plus forte face aux changements de l'environnement ou aux attaques des prédateurs. En observant les restes fossiles et la distribution des espèces, il est possible de reconnaître les grands mouvements de population, les périodes d'abondance et les moments de difficulté. Les groupes de grande taille migraient parfois pour suivre la nourriture, traversant forêts, marécages et plaines, embarquant avec eux des jeunes de toute taille, parfois couverts de duvet, parfois de plumes longues et colorées. Ces déplacements modifiaient encore la composition des groupes qui pouvaient accueillir de nouveaux individus trouvés sur la route, créant toujours plus de diversité. La nature, dans cette époque lointaine, avait mis en place un maximum de formes et de tailles, multipliant les essais et les adaptations pour permettre à toutes les espèces d'exister dans un même espace. Le monde des dinosaures à plumes, grands ou petits, rapides ou forts, colorés ou discrets, n'était jamais uniforme. Il était plein de surprises, de différences et de solutions inventées chaque jour pour traverser une Terre en perpétuel mouvement. Chaque différence dans la taille, dans la forme et dans la couleur des dinosaures à plumes influençait aussi leur manière de vivre jour après jour. Leur vie quotidienne se déroulait selon des rythmes précis, marqués par la lumière du soleil, la température, la faim, la présence d'autres animaux et la nécessité de surveiller tous les dangers qui pouvaient surgir à tout moment. Dans un groupe de dinosaures, tout le monde avait sa place, sa tâche, ses habitudes et ses façons d'apprendre et de communiquer avec les autres. Dès que le soleil commençait à filtrer à travers la canopée des arbres ou à éclairer les prairies, les groupes de dinosaures à plumes se réveillaient. Les adultes ouvraient les yeux les premiers, souvent alertes dès les premières lueurs, car le matin était un moment important. Les températures étaient encore douces, le sol légèrement humide gardait la trace des mouvements faits dans la nuit. Les plus petits, couverts de duvet, restaient collés aux adultes ou à leurs frères et sœurs pour profiter de la chaleur. Certains tapaient doucement du museau sur la plume d'un parent pour être rassurés, d'autres observaient déjà autour d'eux, repérant les autres membres du groupe. Les premiers instants de la journée servaient à vérifier que chaque individu du groupe s'était bien réveillé en sécurité. Les adultes comptaient les petits du regard, cherchaient ceux qui s'étaient glissés dans un coin ou sous des feuilles et approchaient en silence les plus fragiles pour leur donner confiance. Le nettoyage du plumage commençait souvent dès le matin. Les uns lissaient leurs plumes contre le sol mouillé, d'autres secouaient la queue pour faire tomber la rosée. Certains passaient du temps à aider les plus petits à retirer la poussière ou les morceaux de feuilles coincés dans le duvet. Rapidement, la recherche de nourriture devenait la priorité de tous. Selon la taille du groupe et la quantité de jeunes présents, l'organisation de cette quête pouvait varier. Les groupes nombreux se divisaient en sous-groupes, chacun surveillant une zone différente de la forêt, de la prairie ou du bord de la rivière.
Les individus âgés guidaient les autres vers les coins connus pour abriter des fruits, des graines, des insectes, des petits animaux ou des pousses tendres. Les petits apprenaient à distinguer ce qu'ils pouvaient manger sans danger. Ils observaient comment les adultes utilisaient leur bec ou leur museau pour fouiller le sol, soulever de vieilles racines ou détacher des morceaux de fruits tombés, puis ils essayaient d'imiter chaque geste. La vigilance ne disparaissait jamais, même durant les moments de tranquillité. Pendant que certains mangeaient, d'autres observèrent les alentours, perchés sur un rocher, un monticule de terre ou une branche basse. Les plumes dressées signalaient que tout allait bien. Quand un adulte repérait un mouvement suspect, il étirait le cou, gonflait son plumage ou émettait un bruit doux pour attirer l'attention sans alerter les prédateurs. Les adultes communiquaient aussi par des gestes, secouant doucement leurs plumes de la tête ou tapant du pied au sol. Ces signaux étaient facilement compris par les membres du groupe. Lorsqu'un danger était confirmé, tout le monde se regroupait rapidement, plaquant le plumage contre le corps ou se cachant entre les touffes d'herbe, les pierres ou les branches. Dans la journée, les activités variaient selon l'âge et la taille. Les jeunes passèrent du temps à jouer près du groupe, testant la résistance de leurs plumes et s'entraînant à courir, sauter, grimper ou planer selon leur espèce. Ces jeux n'étaient pas inutiles. Ils permettaient d'apprendre à réagir vite, à différencier le cri d'alerte de l'appel amical, ou à reconnaître la couleur et le mouvement du plumage d'un parent ou d'un chef de groupe. Les adultes calmaient parfois une dispute entre jeunes en marchant lentement jusqu'à eux, en relevant certaines plumes ou en écartant doucement les petits avec leur tête ou leurs bras emplumés. Quand la chaleur devenait trop forte, il était fréquent que tout le groupe cherche un endroit ombragé pour se reposer. Le repos collectif se faisait le plus souvent dans un cercle plus ou moins grand, les jeunes et les faibles au centre, les adultes formant une barrière protectrice tout autour. Certains étendaient leurs ailes couvertes de plumes pour créer un abri contre les rayons du soleil. Les échanges de soins recommençaient alors. Chaque membre lissait son propre plumage puis celui de ses voisins, retirant les parasites, les graines ou la saleté laissée par la matinée. Le temps de repos était aussi celui de la transmission du savoir. Les adultes montraient aux jeunes comment arranger leurs plumes, les invitaient à écouter le bruissement du vent ou le bruit de l'eau dans le lointain, expliquaient par de petits mouvements comment détecter un abri, repérer une odeur particulière ou comprendre la direction du soleil à travers les feuilles. Ces enseignements, silencieux mais importants, faisaient partie de chaque vie au sein du groupe. En fin d'après-midi, lorsque le soleil commençait à descendre, l'activité reprenait. Il fallait finir de manger, rapporter des morceaux de fruits ou d'insectes aux petits ou aux membres les plus faibles du groupe, ramasser ce qui pouvait servir à renforcer le nid, préparer un abri pour la nuit ou trouver un nouvel emplacement si le danger était survenu. Certains adultes partaient explorer des coins encore inoccupés, observant les traces laissées par d'autres animaux ou s'assurant que la zone restait sûre. Les plus jeunes suivaient, apprenant à lire les indices du sol, à repérer une empreinte fraîche, à distinguer les plantes utiles ou à éviter celles qui pouvaient piquer ou rendre malade. La construction et l'entretien du nid étaient des moments cruciaux pour certaines espèces. Les adultes utilisaient leur bec, leurs griffes, leurs bras ou leur museau pour rassembler des branches, des feuilles, de la mousse et parfois même de petites pierres. Les plumes jouaient ici un rôle particulier. Elles servaient de coussins doux et isolants, tapissant aussi bien le fond du nid que les parois pour protéger les œufs ou les petits contre l'humidité, le froid ou les parasites. Quand un nid était endommagé par la pluie ou le passage d'un animal, toute la famille aidait à le réparer, chacun apportant des matériaux, veillant à replacer les plumes perdues, à reboucher les trous, à aérer le duvet tassé. Pendant la période des œufs, la vie quotidienne prenait un rythme plus lent et plus attentif. Les adultes couvaient tour à tour, maintenant leurs plumes bien dressées pour garder la chaleur et protéger les œufs des attaques d'insectes ou des vents froids. Les autres membres du groupe surveillaient l'environnement, repoussaient les curieux, chassaient les petits mammifères ou les oiseaux qui voulaient s'approcher. Les jeunes apprenaient à rester discrets,
à observer sans gêner la sécurité du nid et à imiter l'attitude calme des adultes pendant la couvaison. Lorsque les œufs éclosaient, chacun dans le groupe participait à la surveillance des petits. Les anciens transmettaient aux nouveau-nés les gestes essentiels pour se nettoyer, cacher leur plumage, émettre un léger bruit pour appeler un parent ou avertir en cas de danger. Les adultes réagissaient rapidement à la moindre alerte. Tous rassemblaient les petits, les recouvraient de plumes et prenaient la fuite si la menace devenait trop pressante. Les interactions sociales étaient nombreuses tout au long de la journée. Les échanges de signaux visuels avec les plumes, les sons légers, les frottements de bec ou de museau, la façon de se tenir en groupe ou de s'isoler pour dormir ou manger avaient tous une signification bien précise. Les disputes pour un morceau de nourriture, une place au soleil ou au centre du groupe étaient gérées par l'observation du plumage dressé, du cri ou du mouvement du corps. Les groupes bien organisés évitaient les conflits fréquents. Chacun apprenait vite où était sa place, ce qu'il pouvait faire ou non selon l'âge, la taille, le sexe ou la force. La journée touchait à sa fin alors que la lumière diminuait. Les groupes se rassemblaient dans un abri solide, sous un arbre épais, dans un creux de rocher ou dans des broussailles denses. Les adultes dessinaient un cercle de sécurité, les petits se glissaient dans le duvet épais ou sous les plumes roulées. Les adultes surveillaient le silence, l'odeur, le moindre bruit de l'environnement. Quelques-uns restaient éveillés plus longtemps, veillant à l'entrée de l'abri, protégeant le groupe contre les prédateurs nocturnes, la pluie ou le vent inattendu. La nuit était aussi le moment où les petits pouvaient rêver, revoir les gestes appris, les signaux reçus, les bruits familiers du groupe. Les histoires de la journée étaient gardées par chaque plume, chaque trace laissée dans le nid ou dans la terre. Lorsqu'un danger survenait, les groupes se divisaient parfois, certains fuyant dans la forêt, d'autres cherchant refuge dans l'eau ou sur les hauteurs, en fonction de leur taille et de leurs habitudes. Les retrouvailles au matin étaient l'occasion d'exprimer la joie, la confiance, la solidarité, de s'assurer que tout le monde était bien revenu. Dans quelques groupes, la vie était plus solitaire. Certains dinosaures à plumes, notamment les carnivores de grande taille, vivaient seuls ou en petits groupes familiaux. Leur journée était centrée sur la chasse, la surveillance de leur territoire, la recherche d'un abri discret. Les jeunes restaient souvent longtemps auprès de leur mère ou de leur père avant de partir explorer seul le monde, avec pour guide les gestes et les leçons reçues pendant les premiers mois. Le rythme de la vie quotidienne changeait aussi selon la saison. Par temps de pluie, les activités se centraient autour de la recherche d'un abri sec ou d'un point d'eau propre. Durant les jours chauds, la priorité était de s'abriter, d'entretenir les plumes pour assurer la fraîcheur, de boire régulièrement. Lors de la saison de reproduction, toute l'énergie du groupe se portait sur la protection des œufs, l'élevage des petits, les parades pour trouver un partenaire et les soins partagés dans la famille. Dans ce monde rythmé par la lumière, la température et le cycle des saisons, chaque membre du groupe contribuait à la survie de tous. La coopération pour chercher de la nourriture, défendre le nid, soigner les plus jeunes et entretenir le plumage était essentielle. Chaque dinosaure, du plus petit au plus grand, apprenait un peu plus chaque jour à s'adapter, à partager, à observer et à transmettre des gestes et des habitudes qui assuraient la sécurité, la croissance et l'harmonie dans ce monde plein de vie. Dans un monde où chaque jour apportait de nouveaux apprentissages et où chaque membre du groupe jouait un rôle important, la Terre abritait aussi une incroyable diversité d'êtres vivants. La vie à l'époque des dinosaures à plumes n'était jamais simple ni limitée à quelques créatures seulement. Les plaines, les forêts, les marécages, les rivières et les coins rocheux étaient pleins d'animaux, de plantes et de toutes sortes de petits organismes qui rendaient ce monde très animé et surprenant. Les groupes de dinosaures à plumes partageaient leur environnement avec une grande variété d'animaux. Entre les troncs d'arbres, sous la mousse, dans les trous creusés par les racines ou derrière les rochers, vivaient des créatures faites pour profiter de chaque détail du paysage. Les scientifiques ont retrouvé des fossiles de petits animaux ailés qui glissaient de branche en branche ou sautaient sur le sol meuble de la forêt. Ils étaient minuscules,
avec des ailes recouvertes de fines plumes qui leur permettaient de fuir à la moindre alerte ou de s'élancer vers une nouvelle cachette. Les insectes étaient partout. Le bourdonnement d'ailes légères rappelait sans cesse que les airs étaient peuplés. Les libellules mesuraient parfois plus que la main d'un adulte. Des coléoptères, des fourmis et de très longs mille-pattes rampaient sous les feuilles, grimpant parfois sur la peau d'un dinosaure à la recherche d'un abri temporaire ou d'un morceau de nourriture. Avec autant d'insectes, les petits dinosaures à plumes trouvaient très souvent de quoi se nourrir, utilisant leur bec fin ou leurs doigts souples pour attraper une proie en un clin d'œil. Dans les rivières claires, les lacs ou les flaques temporaires nageaient des poissons qui avaient peu de ressemblance avec ceux d'aujourd'hui. Leur corps était souvent couvert de plaques dures et certains avaient de grandes nageoires qui leur permettaient de fuir vers les zones plus profondes en cas de danger. Les amphibiens, comme de grosses grenouilles ou de longs tritons, attendaient au bord de l'eau, chassant les petits animaux ou profitant de la fraîcheur sous la boue ou les racines. Parfois, dans les fossiles retrouvés au fond des anciens marécages, les chercheurs découvrent aussi des restes de très petits mammifères. Souvent, ces animaux avaient la taille d'une souris ou d'un rat et vivaient cachés toute la journée. Ils sortaient la nuit, fouissaient le sol, grimpaient dans les branches basses ou se glissaient dans les terriers pour éviter les grands animaux. Leur fourrure était différente des plumes, mais servait aussi à protéger la chaleur du corps et à repousser l'humidité et les insectes. Au milieu de cette foule d'êtres vivants, les plantes jouaient aussi un rôle très important. De grandes fougères couvraient le sol, formant un tapis épais où se cachaient les plus petits animaux. Les mousses grimpaient le long des troncs, protégeant la terre de la sécheresse et fabriquant un abri doux pour les œufs ou les très jeunes bébés. Les arbres s'étendaient haut dans le ciel, leurs feuilles larges attrapant la lumière, leurs branches servant de route pour les animaux grimpeurs, les oiseaux primitifs ou les petits dinosaures planeurs. Les fleurs n'étaient pas aussi fréquentes qu'aujourd'hui, mais dans les coins bien exposés, certaines plantes ouvraient de petites corolles colorées. Ces fleurs attiraient des insectes qui eux-mêmes servaient de nourriture à d'autres animaux. Les herbes épaisses et les buissons remplissaient les prairies ouvertes, offrant à la fois une protection contre le soleil et un terrain de jeu pour tous les habitants du sol. Chaque partie de la végétation participait au maintien de la vie, créant des cachettes, des passages secrets et des abris contre les dangers de la surface. Dans chaque région du monde, la forme, la couleur et l'activité de la vie dépendaient de l'environnement local. Dans une forêt très dense, la lumière était rare et la plupart des couleurs étaient vert foncé, brunes, grises ou noires. Toutes les créatures, qu'elles soient à plumes, à écailles ou à poils, développaient des stratégies pour utiliser la pénombre, attraper la moindre lumière ou se faufiler discrètement entre les ombres. Sur les plaines ouvertes, les animaux portèrent souvent des couleurs claires, jaunes ou beige, se déplaçant vite pour échapper à la chaleur ou cherchant des coins d'ombre quand le soleil tapait trop fort dans la journée. Chaque espèce avait sa façon de survivre, d'élever ses jeunes, de se nourrir ou d'éviter les difficultés de la vie quotidienne. Les dinosaures à plumes se servèrent de leur plumage pour attirer un partenaire ou pour se camoufler. Les mammifères comptaient sur leur vitesse ou leur capacité à creuser pour se cacher. Les amphibiens s'enterraient dans la boue durant les heures chaudes puis chassaient la nuit. Les insectes étaient experts pour changer de couleur, voler de nuit ou fabriquer des abris complexes faits de feuilles, de terre ou de résine. Cependant, rien sur cette terre n'était figé. Les espèces disparaissaient parfois, remplacées par d'autres plus adaptées. Certaines familles prospéraient pendant des millions d'années, puis déclinaient quand le climat changeait, quand la végétation se transformait ou quand de nouveaux prédateurs arrivaient. Ce monde ancien était en constante évolution. À chaque génération, chaque individu laissait quelques traces derrière lui. Une plume fossilisée dans la boue, une empreinte profonde dans la terre ou un minuscule fragment d'os recouvert de sable. Les groupes de dinosaures à plumes n'étaient pas les seuls à innover. Des graines transportées par le vent donnaient naissance à de nouvelles plantes dans des endroits jusque-là vides, modifiant la végétation et l'organisation des familles animales dans la plaine ou dans la forêt.
Certains petits reptiles perdaient leurs écailles pour développer des plaques, d'autres essayaient de nouveaux régimes alimentaires ou des techniques de camouflage inédites. Ce foisonnement de vie faisait de chaque jour un moment de surprise, d'expérience et de nouveaux essais dans la nature. À cette époque, les grands dangers ne venaient pas seulement des prédateurs. Parfois, la terre elle-même tremblait, des volcans crachaient de la poussière et du feu, les rivières débordaient après de longues pluies ou un arbre géant s'écroulait, modifiant soudainement le paysage. Après ces événements, des espèces pouvaient disparaître et d'autres, venues de plus loin, profitaient de la place laissée libre pour coloniser de nouveaux espaces. La nature inventait sans cesse des solutions pour survivre, grandir ou tout simplement tenir tête aux bouleversements de l'environnement. Cette diversité de la vie se retrouvait dans toutes les traces retrouvées par les scientifiques d'aujourd'hui. Les fossiles découverts dans un coin isolé de forêt ancienne montrent parfois la trace d'un groupe entier d'animaux qui vivaient ensemble, des dinosaures à plumes de différentes tailles, de tout petits mammifères, des insectes fossilisés dans l'ambre, des restes d'œufs écrasés et même la silhouette discrète d'une feuille ou d'un bout de mousse. Chacune de ces traces raconte une histoire, celle d'une interaction, d'une alliance temporaire ou d'un épisode de chasse, de cachette ou d'accouplement entre espèces. Les scientifiques, en analysant ces traces, comprennent que la vie sur Terre à cette époque était un immense réseau où chaque animal, chaque plante, chaque insecte avait sa place et son rôle. Il existe des preuves de cohabitation, parfois même de coopération involontaire. La chute d'un fruit nourrit plusieurs familles à la fois. Un arbre creux sert de nid à une mère dinosaure à plumes, puis devient la cachette d'un mammifère curieux lorsque le groupe a bougé. Les abris sous roche changent de main, ou plutôt de patte, au fil des années, chaque nouvelle arrivée y laissant sa marque. Même les plus petits détails du corps servaient à cette diversité étonnante. Les différences dans la forme d'un bec, la longueur d'une griffe, la couleur d'une plume ou l'épaisseur d'une fourrure donnaient à chaque animal une chance un peu différente de survivre, de grandir et de transmettre son savoir aux générations suivantes. Les jeunes apprenaient en regardant les adultes, en imitant les déplacements, en testant leur propre corps dans le monde complexe et riche qui les entourait. Dans ce monde ancien, chaque recoin de la forêt, chaque bord de rivière, chaque coin de prairie était une scène d'activité. La peur, la faim, la curiosité, le besoin de s'abriter, la recherche d'un partenaire ou le simple plaisir de jouer au soleil réunissaient et séparaient tour à tour toutes ces formes de vie. Les journées n'étaient jamais les mêmes. Une famille de dinosaures à plumes pouvait croiser sur sa route une migration d'insectes, une pluie de fruits mûrs, un groupe d'amphibiens sautant de mare en mare ou l'approche prudente d'un petit mammifère. Tous ces échanges dessinaient le rythme lent ou brusque de la vie, tissant dans l'espace et le temps une tapisserie pleine de couleurs et de mouvements. Le monde des dinosaures à plumes, vu sous cet angle, n'était pas seulement celui de quelques créatures isolées. C'était un univers où tout vivait ensemble, s'adaptait, partageait les ressources, se protégeait parfois ou entrait en concurrence pour une même proie, une même cachette ou une place au soleil. Les couleurs des plumes ou de la peau, la musique des cris, les vibrations dans le sol, l'odeur des feuilles écrasées ou du sol humide participaient tous à l'équilibre fragile mais solide de cette diversité. Certains moments de l'année voyaient la naissance de petites vies en même temps, couvées d'œufs de dinosaures, portées de mammifères cachés dans des trous, nuées d'insectes libérés sous la pluie. D'autres fois, la disette ou la sécheresse poussaient chacun à innover, parfois à s'approcher des autres espèces pour survivre dans une région transformée par la chaleur ou le manque d'eau. Ce mélange, sans fin et sans pause, donnait à la Terre une énergie qui ne cessait de grandir. Dans la mémoire des roches et des fossiles, la diversité de cette époque reste gravée, portant le témoignage d'un monde vraiment plein de surprises. Chaque empreinte de pattes, grain de pollen, plumes colorées ou mâchoires minuscules raconte comment la nature testait, changeait, inventait encore et encore de nouveaux moyens d'habiter la planète. Ce cycle de naissance, de disparition et de retour donnait, jour après jour, toute sa richesse au monde des dinosaures à plumes et à tous ses compagnons d'alors.